Il y a les patrons qui me convoquent et qui me disent Ruben, tu peux venir s'il te plaît dans le bureau. J'y vais, ils me disent on a un problème, il y a un problème sur tes chiffres, tu nous as tout niqué. Prends pas, il y a 1 million d'euros de résultats, de bénéfices sur les codes promo. Et je leur dis non mais c'est pas un problème. C'est les résultats de tous les codes promo des influenceurs. On fait le déj avec Nekfeu, on lui vend le truc, on lui dit qu'Adèle est ultra partante. Et c'était un mensonge. Voilà, Adèle, Nekfeu, si vous me regardez, c'était un mensonge. Et je dis il y a un truc à faire, il faut les signer cher. Ruben, t'es bien mignon, t'as de bonnes idées, c'est très bien. Mais s'il te plaît, remets-toi sur ton tableau et continue à nous faire des codes promo. Et là, j'ai eu un tilt. Premier euro de chiffre d'affaires que vous faites, parce qu'en fait, le business model, c'est que vous négociez par exemple un contrat, un publicitaire avec une marque, un annonceur. Vous prenez un cut. Le premier client, nous on est comme des dingues parce qu'on a un premier client quoi qui va dépenser de l'argent, on est comme des fous. Ça se passe, enfin c'est une catastrophe. La satisfaction de l'atteinte de l'objectif, et ben en vrai, elle est un peu éphémère quoi, ça dure pas longtemps. C'est comme quelqu'un qui dit putain, mon objectif je veux absolument faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et là t'atteins le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, puis à la fin maintenant go 2 millions en fait quoi. Et puis, go 2 millions. Et puis tu pars sur autre chose en fait. Ouais. Et c'est là que en fait c'est comme si toute ta vie tu te rêves une nana. Puis d'un coup tu l'embrasses, puis tu te dis en fait moi ce que je préférais c'était la draguer quoi. Je tenais vraiment à remercier le sponsor de cette saison 2, il s'agit de Weglot. Weglot, c'est une solution de traduction de site web no-code qui te permet de gérer facilement ton site en plusieurs langues. Très simplement, Weglot traduit et affiche tous les contenus de ton site, ça t'évite ainsi d'avoir à gérer plusieurs sites web pour plusieurs marchés. Et en vrai, ça change tout. Avant, traduire son site web, c'était un projet interminable avec des centaines d'échanges entre traducteurs, développeurs et équipe marketing. Nous, par exemple, on l'utilise pour notre site lachapelle.club, mais également pour toutes nos verticales comme Kowabunga, Notion Ninja ou même le Pony Club. Fais l'essai et va sur lachapelle.club. Tu pourras retrouver le site en français et en anglais bien sûr, mais aussi en allemand, en espagnol, en italien et on s'est même fait un kiff avec la traduction en japonais. Pour conclure, Weglot affiche ton site web en plusieurs langues, gère la traduction de ton site web en combinant traduction automatique et humaine bien entendu, et tout ça en optimisant ton SEO multilingue. Weglot est utilisé par plus de 70 000 sites web multilingues à travers le monde, avec des clients comme Microsoft, IBM, Clarins, Ecovadis, Pigment, Silver et donc La Chapelle. Tu peux donc tester gratuitement et les yeux fermés pendant 10 jours, c'est gratuit, et ensuite profiter d'une réduction de 15% sur ta première année avec le code SANDWICH15. SANDWICH 15 avec le code SANDWICH15, du coup 15% sur ta première année. Merci beaucoup et bonne écoute. Du coup là en off, on est démarré tambour battant, j'ai dit vas-y, il faut qu'on appuie sur rec. Parce qu'en fait on était en train de parler de sandwich. De beau matin. Et tu me demandais c'était quoi mon sandwich préféré. Ouais, exact. Du coup je vais te répondre. Et le sandwich préféré, je pense que moi c'est déjà franchement assez classique. Beurre, jambon, des crudités, du fromage. Mais du coup, à chaque fois, je veux le meilleur. Tu vois, la meilleure tomate, la petite tomate cœur de bœuf, le jambon. Tomate obligatoire chez toi? Franchement, j'aime bien qu'il y ait 2-3 rondelles quand même. Tu vois, j'aime pas trop les tomates, mais j'aime bien qu'il y en ait un petit peu. Cornichon? Franchement, ça peut s'il y en a. J'aime bien aussi. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai une liste de marques, moi sur Notion, sur tous les business que je voudrais faire, parce que c'est mon rêve depuis toujours de monter une sandwicherie. Et je voulais l'appeler Club Sandwich. Énorme. Et du coup, Club Sandwich est devenu disponible, parce que depuis, j'ai changé. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai une fille qui s'appelle Juliette qui a 7 ans. Et on joue à un jeu qui est pas banal. C'est en fait, on joue à l'entrepreneuriat. Et en fait, la boîte fictive qu'on est en train de monter ensemble, c'est une sandwicherie. Trop cool. Et sauf qu'on a changé le nom, ça va pas être Club Sandwich, ça va s'appeler Bon Miam Miam. J'adore le truc, j'ai déjà fait le logo, je me prends grave au jeu avec elle. Avec ta fille de 7 ans. Ouais, c'est vrai qu'elle adore. Que j'ai vu hier sur LinkedIn. Exactement. Elle adore qu'on discute de ça avant de dormir. On fait notre offre, je lui explique ce que c'est, un coup de revirement de marge, mais tu sais, sans lui bourrer le crâne, c'est elle qui en demande, quoi, tu vois. Entrepreneuse à 7 ans. Bah, franchement. Créative déjà, créative à 7 ans. Je sais pas si elle veut être entrepreneuse, mais en tout cas, elle adore tout ce qui est création de contenu. Tu vois, je lui ai même, elle a voulu une chaîne YouTube, je lui ai créé en privé, etc. Elle fait quoi sur son YouTube? Franchement, elle se filme face caméra, des fois, elle fait des vlogs et elle adore. En fait, elle est hyper à l'aise. Elle parle, elle fait coucou mes petits abonnés et tout. C'est une énorme qualité. Ça me fait penser à ma nièce qui a 5 ans. Et pareil, on lui a bloqué son compte. Donc, elle a son record de vues, c'est 3 vues. Elle en a pleuré, je crois, de joie. et en fait, ce qui me fascine, c'est à 5 ans ou à 7 ans comme ta fille, c'est de parler face cam, de s'exprimer, de pas être timide. Tu vois, il y a une créativité qui s'opère. Et d'un coup, elle dit venez, je vais vous montrer ça. Ou elle fait du coloriage. Et en fait, je trouve ça dingue.
Et À en cet vrai, âge-là. c'est une skill de ouf parce que regarde, moi, maintenant, je suis à l'aise, tu vois, le fait de parler sur un podcast avec des gens. Moi, je me rappelle, j'ai fait mon premier podcast, genre, il y a 2 ans. J'étais pétrifié, les mains moites, j'ai été pissé 5 fois avant. Enfin, tu vois, alors que c'est même pas en direct, quoi. Ça va, je suis devant juste un gonze qui me pose des questions. Et tu vois, par exemple, le fait de parler, de faire des vidéos, ce que je vais lancer en Ça te met à 2024, l'aise, bien face sûr. caméra et tout, tu vois, j'ai pas encore passé le pas. Tu vois, c'est pas naturel. Ok. Alors que si depuis la primaire, 7 ans, j'étais à l'aise et tout, tu vois, c'est une soft skill qui est hyper énorme, importante. colossal, ça va leur apprendre énormément. Moi, ce qui a compensé, alors nous évidemment qu'on faisait pas des vidéos à 7 ans, enfin je suppose que voilà, on faisait pas des vidéos à 7 ans devant notre Il téléphone. n'y avait pas d'appareil photo numérique Mais et même tout. pas ça, on avait nos Nokia, enfin, on n'avait pas de téléphone Ouais. d'ailleurs. Ouais, c'est Ouais, vrai que c'est fou. Les smartphones, moi je l'ai eu à 20 ans. Hein. Enfin, tu vois. Ouais, pareil. T'es de quelle année, 18 toi ans, 90. Ah bah tu vois, je suis de 88, on est la même Ouais, génération. 18 ans, j'avais 17 ans, j'avais un téléphone. Bah moi ça, mon iPhone, je l'ai eu, je crois que j'avais 20 ans, c'est l'iPhone 4, tu vois, et c'est la première fois que tu pouvais faire vraiment des trucs avec Ah un bah oui, téléphone. avant c'était Serpent, Nokia 3310, classique. quoi. La classique. Mais tu vois, moi, ce qui a compensé ce truc-là et ce qui a fait que je pense avoir chopé cette soft skills, c'est dès 10 ans, je me suis mis au théâtre un peu par hasard dans mon école parce que j'ai eu un coup de cœur avec le prof de théâtre en question. Et en fait, on faisait, tu sais, j'avais l'image de théâtre Molière, tu vois. Et en fait, je suis arrivé dans le cours, aucun rapport. Improvisation sur improvisation. Tu te libérais, t'arrivais sur scène, tu racontais ta journée. Et en fait, il a réussi à me choper. Et j'en ai fait 11 ans de théâtre. Ouais, mais ça, en vrai, c'est. Moi, tu vois, par exemple, j'aurais été incapable de faire ça, collège, lycée. Encore maintenant, je serais hyper flippé. Ouais. Mais en vrai, je pense que c'est parce que, tu vois, c'est comme la première fois que tu fais une conférence. De ouf. Quelque chose. Moi, et les conférences, j'ai encore peur, mais Normal. je sens que de conférence en conférence, Ça va mieux. je m'améliore. Parce Comme que, en tout. fait, c'est parce que la peur commence à. Bien sûr, c'est comme tout. à s'estomper. Mais tu vois, c'est encore une fois, c'est parce que je l'ai jamais fait avant. Tu vois, Ouais. moi, je me rappelle que j'ai toujours été à l'aise à l'école, à l'aise à l'oral avec les gens, à l'aise vraiment dans tout. Mais tu vois, le premier truc qui m'a fait flipper à l'école, c'est l'oral de français. Tu vois, pareil, j'étais pissé 5 fois avant, les mains moites. Et la preuve, tu vois, en plus, je connaissais le truc par cœur, mais j'ai été nul et j'ai eu, j'ai dû avoir 11 ou 12, alors que C'est fou ma comme moins la bonne note au bac. pression. C'est fou Parce comme que la pression. j'étais bah oui. pas bon à l'oral, j'étais pas préparé, et j'étais pas entraîné à ça, tu vois. Ouais, entraînement, bah c'est sûr, on a peur de ce qu'on n'a jamais fait et quand tu l'as fait 100 fois avant, c'est comme Ouais. tout, hein, comme un match de boxe, comme n'importe quoi, quand tu l'as fait, quand tu l'as vécu, quand tu as... Après, ça va mieux. Et moi, je pense que le théâtre, c'est ce qui a fait que j'ai réussi à m'en sortir à l'oral. Moi, c'est l'oral qui m'a sauvé dans tout, que ça soit à l'école, que ça soit dans des embrouilles de rue. Ouais. Pour te dire, hein, pour esquiver des embrouilles où tu te fais emmerder, bah, le théâtre te réussit à te sortir de là, que ça soit sur des expos, des machins, etc. Bah, ça m'a beaucoup aidé, ouais. Ouais, bah écoute, on a commencé la tambour battant, c'est vrai que du coup, je t'ai même pas présenté. On est Hein. parti sur- ouais. Et du coup, on va essayer de remédier à ça. Comment toi, tu te présentes, Ruben, quand on te demande de te présenter là, dans cet exercice, dans les podcasts, encore une fois, les conférences ou autres, comment tu te présentes? Franchement, très simplement, Ruben, 33 ans, passionné de sport, en Tu fais du général. paddle, je crois. Je fais du paddle. Je sais que toi, tu en fais beaucoup aussi. Ouais. Je fais du paddle, mais comme tout le monde, hein, je m'y suis mis. En fait, ouais, je suis passionné de sport en général, que ça soit boxe, foot, beaucoup foot. Mais je suis quand même, je pense, très, très curieux. Je suis très curieux de la vie en général, de toute façon. Ouais. Et j'aime bien me lancer des challenges, me lancer des défis. Donc voilà, sportif, curieux, entrepreneur depuis 7 ans. Quand même. Je vais pas te dire par hasard, mais un peu. Et je te raconterai l'histoire avec plaisir. Et puis voilà, un passionné, un fan de la vie en général, un passionné des gens, des rencontres. Voilà, père d'une merveilleuse petite fille qui a 1 an. Ah, on aime. Comment elle Et s'appelle? mari d'une merveilleuse femme voilà, que j'ai rencontrée il y a 5 ans maintenant. Ok, comment elle s'appelle ta fille? Ma fille s'appelle Baya. Baya, B-A-I-A, parce que je déteste quand on dit B-A-Y-A. Voilà, Ouais. C'était important pour nous. Et ma femme Noémie. Voilà. Ok, bah écoute, merveilleux. C'est ça que ce qui est marrant, c'est que nous, du coup, maintenant, on se connaît depuis plusieurs mois, Ouais. peut-être 1 an. Je sais Ouais, plus quand ouais, est-ce qu'on exact. s'était recontacté. Mais en fait, indirectement, en fait, on se connaissant, baigné dans le même milieu il y a une dizaine d'années maintenant, je pense. Ouais. C'est ça. Hein. Exactement. Du coup, ta première grande expérience, c'est alors, je pense que les plus jeunes, du coup, ne connaîtront pas, mais tous ceux de notre génération connaîtront forcément. Ouais, je pense. C'était l'un des cofondateurs, du coup, de Rad.co.
Ouais, qui à l'époque avait fait beaucoup de bien au marché textile en ligne, mais peut-être que c'était pas ta première expérience. Hein, alors j'étais pas cofondateur, j'étais le premier salarié, premier employé de chez Rad. Rad.co exact, et on va dire que et en fait c'était complètement une aventure entrepreneuriale, puisque en étant premier salarié, j'ai rejoint les cofondateurs Day One. La boîte n'était pas encore lancée parce qu'ils étaient au moins 4 ou 5, non? Ils étaient 3. Ah, ils étaient 3. Voilà, okay. Je crois que c'était beaucoup, tu vois. Ouais, ils étaient 3. Je pense que parce qu'indirectement je te mettais dedans en fait, il me semblait que tu t'en faisais partie, quoi. En tout cas moi j'avais la sensation d'en faire partie, et c'est ce qui a fait que ça m'a appris énormément, comme si que c'était ma propre boîte. Et ça c'est le conseil que je donne souvent aux gens qui nous regardent, etc. C'est quand tu es employé, c'est de te défoncer comme si que c'était ta boîte. Et ça, c'est tout le talent que doivent avoir les cofondateurs et de la culture qu'ils mettent en place pour te donner cette impression à 100%. À leurs 100%. premiers salariés, quoi. 100% pour te donner. En tout cas, il faut penser à soi-même, et je pense qu'il n'y a rien de mieux de se donner corps et âme. Évidemment sans se faire avoir, évidemment en gérant ses conditions, etc. Mais en tout cas, quand je suis rentré chez Rad, et c'était ma deuxième expérience, du coup j'ai eu 3 expériences, hein. J'ai eu ma première, je te raconterai l'histoire, mais c'était une semi-expérience entrepreneuriale, tu sais, c'est quand j'étais en école de commerce. Ma seconde qui était Rad, où vraiment ça a duré 6 ans, ça m'a tout appris pour le coup. Et parce que je crois que ça a été intense, hein. C'était incroyable, une expérience exceptionnelle, qui s'est pas très bien fini, on va dire, quand même, puisque Rad aujourd'hui je crois que ça n'existe plus même carrément. Alors ça existe encore, parce qu'en fait après ça a été racheté au tribunal. Exact. Par en plus un pote à moi qui s'appelle Moïse, qui avait la marque Whoop. Exactement. Et depuis ça a été revendu à Katanga, qui est en fait un atelier, une usine qui fait sérigraphie, broderie ou quoi. Et ce qui est marrant, c'est que Katanga, c'est une boîte qui a été reprise par Thibault Lavielle. Et Thibault Lavielle était mon associé sur ma première boîte à l'époque de Rad. Ah, incroyable. Tu vois que tout ça rejoint, c'est énorme. Non, mais honnêtement, Rad, ça m'a tout appris, parce que c'était le début de l'influence, ça n'existait pas. C'était le début des codes promo, c'était le début des influenceurs, comme on aimait les appeler, enfin, comme on les appelait même à l'époque. Et en fait, si tu veux, j'arrive, je connais rien à la vie, je connais rien au monde du travail, même mon premier job, je vais te dire, c'est mon premier job. Et en fait, je suis encore en école de commerce, et je me dis, j'y vais, et je me suis pas posé de questions, quoi. Et c'est quoi, c'était des potes à toi ou des connaissances? Pas du tout, je suis au restaurant, et comme je t'ai dit, je suis quelqu'un, j'ai une soft skills, je sais pas si on peut ça comme ça, mais je parle à beaucoup de monde, je suis hyper sociable, les gens m'intéressent en fait, les gens m'intéressent. Moi je peux rester comme ça avec ma femme, on a un délire où quand on est les deux et qu'on entend des gens parler, on va s'arrêter de parler pour écouter ce qu'ils sont en train de dire. Parce que ça nous passionne, leur vie nous passionne. Et en fait, quand je suis dans le métro, quand je suis dans la rue, je suis très intrigué par la vie des gens en fait. Et donc du coup, je suis au restaurant et je raconte clairement à mes copains que je suis dans la merde et que j'aurais pas d'oseille pour partir en vacances, tu vois. J'ai pas d'argent pour partir en vacances. Et j'entends à ma droite une fille qui raconte que son frère, il lance un site. Et elle est hyper excitée à l'idée de lancer, etc. Et que le lancement est prévu pour dans 2 semaines. Et je l'entends parler et je la coupe, je l'interromps et je lui dis je suis désolé, je t'entends parler, etc. Je me présente, je m'appelle Ruben et j'ai entendu que ton frère lance un site dans la mode et tout, tu peux m'en dire plus? Et elle me raconte l'histoire de son frère, donc il s'appelle Anthony Serrero. Qui était le CEO du coup. Qui était le CEO, exactement. Et je lui dis, alors je sais pas s'il cherche quelqu'un, mais je suis bouillant, ça m'intéresse trop, je cherche un travail, même pour 2 mois, je suis prêt à tout. Et elle me dit, mais grave et tout. Je crois qu'il est en demande. Et le lendemain, 9h30, je me retrouve à Bobigny, en face de Simon, Anthony et David. D'ailleurs, je leur fais une dédicace. On les embrasse. Et en fait, si tu veux, l'aventure a démarré comme ça, où, alors là, pour le coup, je me suis vendu qu'avec des soft skills, parce que j'avais pas vraiment d'hard skills. Et ça a pris, et j'ai tout fait. De la création de pages produits à monter des tables, parce que c'est en mode startup, quoi. Il y avait rien. On peut le dire, en fait, Rad.co de base, c'est un site, c'est plus une marketplace, un peu concept store. Au début c'était des ventes privées. C'est en fait des ventes privées de produits de créateurs, de petites marques, etc. Exactement. Au début c'était des ventes privées de produits de créateurs un peu atypiques. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est mon associé actuel Samuel Skalowski qui était acheteur. Donc c'est lui qui allait sourcer. Il a un goût très prononcé pour la mode. Il m'a donné d'ailleurs ce goût-là, la petite pièce suédoise qui va bien, la petite paire de baskets. Parce qu'il y avait tout, hein. Il y avait de la déco, il y avait de la déco, il y avait des petits meubles, il y avait des accessoires à la con. C'était en fait, c'est un peu, franchement, en termes d'offres produits, c'est un peu ce qu'on peut retrouver, tu vois, chez un Stadium, par exemple. En termes, si on doit donner un peu une image aux gens, c'est encore mass market quand même, je trouve.
je trouve, hein. Ouais. Et là, vraiment, Rat, c'était, t'avais les chaises IMSS, c'était des produits, en tout cas, ils voulaient pas en faire beaucoup par semaine, et fallait aller trouver, enfin, c'est comme ça qu'ils se présentaient. C'est après qu'on est passé Citadium. Ouais. C'est Parce qu'en plus fait, quand on après- avait le suite et l'offre suite t-shirt. Parce qu'en fait, c'est ça. En fait, c'était ce moment-là, on est dans les années, je dirais 2013-2014. Exactement. Ouais, voilà par là. Et en fait, c'est Non, un peu avant, même 2010. peut-être avant, ouais. Ouais. Bah, tu vois, moi, c'était donc le moment où je commençais à être entrepreneur du coup dans le textile. Donc j'ai tout fait moi dans le textile. J'ai fait les écoles, j'ai fait on a travaillé pour Universal, pour Warner, enfin C'est tous les gens voilà comme ça en B2B qui avaient besoin de textile. Et là en fait, ça à ce moment-là en fait, c'est l'avènement des marques internet. Ouais. Donc en fait des 100%. t-shirts à message aujourd'hui, ça quoi, les gens ils en voient partout. Mais en vrai, Ça n'existait pas. 2010-2011, les premiers qui vendaient des t-shirts avec des, tu vois, vous êtes monté à peu près en même temps que Monsieur T-shirt, hein, tu vois. Il y avait Oui. Monsieur T-shirt, il y avait Ils sont arrivés après même quand même. Ouais, il y avait Shaman. il y Ouais, avait- Et ouais. du coup, en fait, Shaman, c'est vous qui les avez Shaman, repérés. c'était un artiste. En fait, donc en gros, le business model il est très simple. Donc on avait 7 ventes par semaine, on allait dénicher, et ça c'était les ventes privées qu'on faisait au départ. Sauf qu'on s'est rendu compte que c'était très compliqué à gérer. Les clients étaient livrés 3-4 semaines après leur achat, quand il n'y avait pas de problème. Donc ça nous a appris énormément, et on a drivé et basculé très rapidement vers un modèle donc de suite t-shirt, produits textiles à la demande. Et donc en fait, on avait nos propres machines et on collaborait avec des artistes, Shaman et plein d'autres, Club Pétanque. Ah, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, Shaman et Club Pétanque, par exemple, sont devenus. ils étaient du coup sur Rad, ils étaient vendus, et en fait, votre force, c'était le marketing et Ouais. l'acquisition. Vous étiez des bourrins. 20 000 euros par jour. Ouais, voilà. Minimum. C'était en acquisition, puis c'est l'époque où sur Facebook ça rigolait, quoi. Ouais, T'achetais des commandes à 1 balle ou 2 balles, quoi. Ah, c'était incroyable. Et en fait, par exemple, Club Pétanque et Shaman, que vous, du coup, vous mettiez vachement en avant, En avant, et qui bien sûr. devenaient hyper connus, ils avaient également leur boutique en ligne à côté. Exactement. Et en fait, c'est moi qui gérais, du coup, les ventes de leur boutique en ligne. C'est incroyable. Et en fait, grâce à vous, et ben, nous, on faisait grave de chiffres parce que Ah, du coup, c'est ouf. Shaman est devenu la top marque Visibilité. française, Bien quoi. sûr, bien sûr. Et c'était ça en fait qui était ouf à ce moment-là. Et moi en fait je faisais tout dans le B2B à l'époque, et d'un coup je me suis focus 100% marque internet, et c'est là que j'ai rencontré le mec de Shaman, et même pour dire encore une fois les boucles sont bouclées, j'ai même après monté une boîte avec lui, tu vois. Bah tu On vois. a monté notre propre usine. Bah c'est ouf. Et en fait, le fait d'avoir été parmi les premiers donc à avoir ce genre de business model où on fait nos propres t-shirts, nos propres suites à messages, on collabore avec des artistes, on leur donne des rétro-commissions et on fait un marketing de porc, clairement un marketing de fou sur Facebook, mais pas que. Et c'est là où arrive l'influence. Et c'est là où moi, qui jusqu'à présent, j'ai fait C'est un peu de tout quoi. tout. Franchement, j'ai fait du service client, j'ai fait de la production en bas où je vais faire de la logistique et gérer une dizaine de gars, parce que quand tu te rends compte que tu atteins ces niveaux de chiffre d'affaires et de nombre de commandes, tu as 10 mecs qui doivent préparer, et c'est un vrai job, c'est très compliqué. Vous faisiez genre 1000 commandes par jour, hein. C'était Ah ouais, un non, truc mais de on ma boule, montait hein. à beaucoup plus, Ouais. certainement on montait à beaucoup plus. Ouais. Et en fait, si tu veux, non, les chiffres étaient astronomiques. Et donc là arrive l'influence. Donc là, moi, on me dit, Ruben, est-ce que ça te branche de commencer à travailler? Mais je sais même pas si on appelait ça. En fait, c'était des anciens blogueurs. On se disait, bon, bah, on va les contacter. On va les contacter et on va leur envoyer des suites. Et donc, en fait, c'était le début la fin du blogging, début de Facebook, Début Instagram, d'Instagram. complètement début d'Instagram. Et j'envoyais des t-shirts, des suites à message à des influenceurs, donc à des blogueurs même. Au début, c'était à des blogueurs. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et j'ai dit à Simon et David, genre, dit, ok, go, ça, franchement, c'est un truc qui m'intéresse. Début du code promo, ça n'existait pas. Il y avait Daniel Wellington qui le faisait, Ouais. qui a fait aussi, Qui cartonnait qui grave. était le numéro 1. À l'époque, je te dis, j'avais même monté une marque de montre avec ma femme, qui était Ok. un copycat de Daniel Wellington, et on Ok. cartonnait, tu vois. Ah bah ouais, énorme, bravo, putain. Marque de montre Smart. qui s'appelait Mentalo et qu'on a revendu depuis. Bravo. Mais, parce qu'après on faisait pas que ça, mais de base on s'est lancé avec les NATO, vraiment copycat de ouf. Et en fait, ils ont inondé le marché. C'était Et t'avais des incroyable. codes promo, tu scrollais, un code promo, que des Sur codes Instagram, enfin je veux dire, il y avait ils envoyaient des montres à tout le monde, promo. Ouais, et toutes les nanas après elles mettaient, alors j'allais dire en story, mais non, il y avait même pas les stories Non, encore. Parce c'était que des posts. C'était que des posts, hein. Et en fait, si tu veux, pour la petite anecdote, moi, donc, je me retrouve dans un business que je connais pas. Donc, voilà, il faut tout comprendre, donc, je faisais une veille de malade, je regardais Instagram à fond, etc. Et je me rendais compte que des petits créateurs, des petits influenceurs, on les appelait pas du tout créateurs à l'époque, Ouais. c'était des photos, il y avait pas vraiment de création de C'est contenu. vrai qu'on disait pas influenceur, ouais. Non, si, on disait
En fait, on disait, c'était blogueur et le mot influenceur commençait à arriver. Parce qu'en fait, influenceur, c'est vraiment, dans le mainstream, on va dire, c'est vraiment avec les Nabila et compagnie qu'on a commencé à utiliser ce mot-là. Bah moi, Nabila faisait partie. Enfin, je lui ai envoyé des produits, etc. Ouais. Et en fait, si tu veux, j'ai commencé à gérer cette partie-là et à un moment donné, donc je fais mon taf, je contacte une 50aine d'influenceurs, blogueurs et je fais mes codes promo à chacun. J'ai mon petit tableau et un jour il y a les patrons qui me convoquent et qui me disent Ruben, tu peux venir s'il te plaît dans le bureau. J'y vais, ils me disent on a un problème. Il y a un problème sur tes chiffres. Tu nous as tout niqué. On comprend pas. Il y a 1 million d'euros de résultats, de bénéfices sur les codes promo. Et je leur dis non, mais c'est pas un problème. C'est réel. C'est les résultats de tous les codes promo des influenceurs. Et là, c'est là où tu te rends compte que il y a un boulevard. Et donc j'ai commencé à gérer un pôle. En fait, c'est vrai que toi et peut-être certains autres en France qui se comptent sur les doigts de la main, en fait, vous avez créé une catégorie de services, quoi. Ouais, franchement sur ça, je dirais pas que je l'ai créé, parce que. Et tu fais partie des premiers à avoir. Ouais, avec Rad, on était les premiers à avoir. Comme tu dis, il y avait vous, il y avait Daniel Wellington en France. Franchement, à ce moment-là, je pense que vous étiez les 2 plus gros budgets français. J'en voyais pas d'autres. Ouais. À tel point qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que ça marchait. Et là, Anthony me dit bon vas-y recrute. Et là, j'ai structuré une équipe influence par pays parce qu'on était Europe. Donc en fait, on était sur le marché allemand, suédois, belge, etc. Et j'allais chercher des influenceurs par pays. Je leur envoyais des sweats, je leur envoyais des t-shirts. On avait un large choix de sweats et t-shirts puisqu'on les faisait à la demande. Oui, c'est ça. En fait, pour que les gens comprennent ce que c'est la production à la demande, c'est que par exemple, vous prenez un créateur, on va prendre la marque, par exemple l'artiste Shaman, qui avait par exemple 500 designs, que tu pouvais estampiller sur t-shirt blanc, bleu, noir, et qu'on n'a pas fait encore. Femme, juste kids, voilà. Sweat, tote bag, surtout. Donc en fait, tu peux mettre coque. Tu peux mettre 5000 produits en ligne. Mais en fait, tu n'as rien produit. Tu as en fait toute la base de design en mémoire sur un drive. Ouais, exact. Tu as des stocks tampons sur toutes les couleurs, blanc, toutes les gris, tailles, noir, etc. Rouge, Et en fait, dès que machin, il commande le t-shirt blanc, je le ferai demain taille S. Ça part. Vous printez le t-shirt, vous avez le t-shirt blanc en stock vierge, vous l'imprimez et vous l'envoyez à machin. Et voilà. Et c'est comme ça, mais sauf que c'est ça 5000 fois par jour, quoi. Et en fait, au point où on a été tellement victime de notre succès là-dessus, où je me souviens de nuit avec Simon Hamzalag que j'embrasse très fort. Qui a monté une start-up qui a monté une super boîte qui s'appelle Roger, que j'utilise. Je sais que toi t'as un accro de Notion. Ouais. Je sais pas si tu utilises Slack aussi. Slack, ça me casse un peu les couilles. Bon, moi j'ai remplacé Slack par Roger. Et en fait, je suis en train de l'intégrer à mes équipes. En fait, Roger, c'est une sorte de Slack Connect, en fait. Ouais, mais en fait, c'est ce qui est intéressant. Bon, on en parlera après, mais ce qui est intéressant, c'est que tu crées des rooms avec tes clients et ça te permet d'avoir des rooms inter. Donc en fait, je parle avec mes équipes en fonction des projets, mais bon, j'ai trouvé ça révolutionnaire. Donc j'embrasse Simon. Et on l'invitera ici. Franchement, il a plein de choses à raconter. Et en fait, on descendait parce que en fait, la période de Noël était tout simplement une période exceptionnelle. Et à un moment donné, quand il est 18h, que tout le monde est parti, mais que t'as 15 000 clients qui attendent leur commande pour Noël, où moi je faisais le service client et des mamans qui m'appelaient en pleurs pour me dire que je n'aurais pas le cadeau pour mes enfants. Ouais. Et en fait, moi, j'ai un problème, c'est que je suis un hypersensible. Ça se voit peut-être pas, mais en fait, beaucoup de choses me font de la peine. J'ai du mal à voir quelqu'un manger seul. Je vais avoir beaucoup de peine, mais terriblement. Et en fait, quand les gens m'appellent en me disant mon grand-père n'aura pas de cadeau pour Noël ou mon enfant n'aura pas de cadeau pour Noël, ça me met dans un état où je dis au patron, les gars, c'est notre priorité numéro 1. Et en fait, donc on descend en bas au stock et jusqu'à 5h du matin où à la presse, au print, on faisait partir et créer des colis pour que le lendemain, ça puisse partir et on puisse livrer les clients. Dans le milieu du textile, se faire des nuits blanches à imprimer, plier des t-shirts, ça on l'a tous fait. Et en vrai, maintenant, j'en garde des super souvenirs. Mais ça que le mois de décembre, c'était toujours le mois de stress et tout. Et tu vois, maintenant, moi qui suis plus dans le textile, je passe des bons mois de septembre, des bons mois de décembre, mais qu'est-ce que c'est bon, alors que pendant 7-8 ans, moi, le mois de décembre, c'était mon mois détesté, quoi. J'arrivais à Noël sur les rotules. Et en plus, avec la charge mentale de dire, et maintenant, on va se taper tous ceux qui n'ont pas reçu à temps et qui vont être vénères. Il y a rien de pire que de pas livrer quelqu'un pour Noël. Il y a rien de pire que de pas livrer quelqu'un. Dans le business, il y a rien de pire. Il y a rien de pire et surtout, bon, on le connaît, la règle
d'internet, c'est que il suffit de 3% de clients mécontents pour te ruiner ta réputation et ta réputation. Donc on s'est beaucoup bagarré là-dessus et donc s'en vient donc ces codes promo là où je lui dis OK, j'y vais et là c'est Kylie Jenner que je contacte. Ça a été mon plus gros partenariat. Ouais, ça a été mon plus gros partenariat. C'est Kylie Jenner et Kendall Jenner. Donc tant qu'à faire, autant prendre les deux sœurs. Et t'étais déjà ultra connu à l'époque? Alors je te donne et c'était encore un petit peu dans l'ombre de. En fait, je te donne un pour que tu vois un peu et tu puisses jauger par toi-même. J'ai fait 2 posts avec elle, avec le sweat Peanut Butter. Donc c'était un sweat jaune avec écrit Peanut Butter. 2 posts, 150 000 €. Ok. Ce qui est énorme. Mais ce qui est rien par rapport à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, elle t'en demande le décuple. Aujourd'hui, je pense qu'elle refuse et c'est minimum 2 millions d'euros. Enfin, on parle de millions d'euros quoi qu'il arrive. Ouais. Et ça n'existe plus trop de vendre un poste comme ça. Donc, 150 000 €. Donc, quand je vais voir Anthony et Simon et Dave et que je leur dis, les gars, on a une opportunité, il faut la saisir parce que c'est les personnes qui vont convertir un max. En plus, on a ouvert aux US. Ils me disent, mais t'es complètement fou. On va pas dépenser 150 000 € pour 2 postes. Ça n'a aucun sens. S'ensuit 2 mois de négociation où je parlais avec Kris Jenner, la famille Jenner. Donc en fait, j'étais en train d'essayer de convertir, alors que c'est pas ma boîte. Enfin, tu vois, j'étais complètement matrixé à l'idée de me dire ça va cartonner. En fait, je vivais rad, je mangeais rad, je dormais rad, et donc je réussis à convaincre mes boss. Ils me disent Ruben, ok, mais franchement, t'as qu'une cartouche quoi. T'as pas intérêt à ce que ça merde. Et je deal avec Chris, on valide les 2 postes. Donc je suis comme ça. Me dire que si ça marche pas, je pense que je me fais virer parce qu'on parle quand même de 150 000 balles, tu vois, c'est beaucoup d'argent. Je me rappelle, j'étais en Corse à ce moment-là. Kylie poste. Simon m'appelle. Ruben, le site a craqué. Vous n'aviez pas anticipé? Non, mais en fait, on était largement contents parce qu'il a craqué après beaucoup de commandes. Ouais. Donc en fait, je sais pas, après 2 heures elle avait posté depuis 2 heures. On a explosé les scores en vente. Le site craque. On le répare rapidement. Et en fait, on a tout cassé en termes de vente. Et derrière, on a fait tout le monde, tu vois. Et tu te rends compte aussi vite que très vite, je me suis rendu compte que la stratégie de poste unique, c'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas, sur une Kylie Jenner, forcément, ça marche. Ouais. Et après, derrière, on a continué ces codes promo. On a continué d'aller spotter des talents, des influenceurs. Et en vient les collections capsules. Parce que ça aussi, c'était le début. Ça, moi, je me rappelle, et vous aviez fait avec Nekfeu. Oui. Et je vais écorcher son nom. Adèle Exarchopoulos. Aïe. Je l'ai pas. Aïe. Adèle, il a foiré, mais comme tout le monde. Non, Exarchopoulos. Mais oui, avec Nekfeu et Adèle. Ça, c'est une histoire de fou avec Nekfeu et Adèle. Parce qu'en fait, là, ce qui était cool, c'était que t'as une marque. Grâce à David, on a réussi, et ça m'a beaucoup appris, à créer une love brand. Je pense que tous les mecs que t'as reçus ici t'ont parlé de love brand et voilà, on sait à quel point c'est important de créer une love brand, d'être cool, etc. Sauf que d'être cool, ça s'apprend pas. Quand tu veux être cool, tu l'es pas. Et vous, en fait, franchement, t'as utilisé le bon mot. Rad, c'était cool. Ouais. Tu vois, rien que je me rappelle d'une OP que vous aviez faite dans le métro où en fait on voyait, tu sais, c'est quoi, c'est le Grumpy Cat. Ouais, Grumpy Cat, ouais. T'as juste le Grumpy Cat, rad.co. Ouais. Cool product everyday. Ouais. Putain, t'es bon, hein. Génial, tiens. Ouais, ça avait marqué parce qu'elle était trop belle, cette pub, quoi. C'était de se dire, putain, on pose nos couilles sur la table, on fait pas une campagne perf parce que, en mode, c'était plus une campagne un peu bizarre avec un Grumpy Cat, on comprend pas, parce qu'on peut ne pas comprendre aussi une campagne comme ça. Cool product everyday, rad.co. Ouais, c'est clair. C'est quand même assez clair et assez flou en même temps. Tu vois un chat derrière. Tu vois un chat derrière et il y a écrit cool product, quel produit, qu'est-ce qu'ils vendent. Et on voulait jouer sur ce côté mystère. C'était une volonté de notre part. Mais en fait, tu sais, c'était le début on attire l'attention pour que les gens prennent des photos. Et qu'il y ait un maximum de partage. Et ça avait super bien pris. Donc ouais, on essayait d'être cool, on essayait de travailler la Love Brand, c'était beaucoup grâce à David Smajak, que j'embrasse aussi. Et en fait, si tu veux, ça coûtait beaucoup d'argent, que ça soit en shooting, etc. Ça coûte de l'argent d'être cool, hein, mine de rien. Et en fait, si tu veux, derrière, on se dit, putain, c'est un peu, en fait, on a du sweat, on a du t-shirt, etc. On a une Love Brand. Viens, on va essayer de trouver la meilleure collaboration possible. La meilleure collab qu'on puisse faire. J'avoue que les deux personnes les plus cool et célèbres à ce moment-là, c'est Nekfeu et Adèle. Ouais, 100%. C'est Adèle, elle vient de faire la vie d'Adèle, justement. Adèle, elle vient de faire la vie d'Adèle. Elle est grecque. Ouais. Nekfeu, il est à son apogée. Il avait fait La Flamme, je crois. Il est grec aussi.
Ah, je savais pas. Ouais, il est grec aussi. Et en fait, tu te dis, bon, si t'arrives à avoir les deux, c'est exceptionnel. Adèle, c'est une amie à moi. Ah, cool. Ouais, c'est une de mes meilleures potes. Nekfeu, je le connaissais pas. Sauf que j'ai mon ami d'enfance, Ruben Chiche, et là tu comprendras le lien avec Follow, qui je sais qu'il a un contact. Et en fait, dans la vie, c'est qu'une histoire de plug. Et pour moi, la vie se résume aux relations. C'est ça. Et en fait, plus t'as un réseau fourni, moins loin tu l'es des gens. Exactement. Et en fait, à mon avis, là, tu vois, par exemple, dans un écosystème comme le nôtre, alors par exemple un écosystème parisien, en vrai, t'es à 2 poignées de main de tout le monde. Je pense, tu vois, minimum. En fait, sur Terre, n'importe quelle personne. T'es à 7. Ouais. T'es à 7 poignées de main de n'importe quelle personne sur Terre. Ouais. N'importe quelle personne. Ouais. Tu prends n'importe quelle personne sur Terre, t'es à 7 poignées de main. Le tout, c'est effectivement d'avoir le moins de poignées de main possible. Et donc là, j'ai Ruben Chiche en tête. Ruben Chiche et Nathan. Et en fait, je leur dis, les gars, il faut qu'on aille faire un rendez-vous avec Nekfeu. On lui propose un truc de ouf. On fait une collab capsule avec Adèle. Il me dit, mais Adèle, elle est au courant, elle est chaude. Je dis non, pas encore. Il me dit donc comment tu veux le faire. Je dis bah écoute, on va voir Nekfeu, on fait un rendez-vous, on va déjà avec lui, on lui vend le projet et après avec Adèle on fait pareil. Et ils arrivent Nathan et Rub à avoir le rendez-vous avec Nekfeu. Nekfeu, bah on surjoue pas, on lui montre que on est des gars cool et qu'on veut faire un bête de projet hyper cool avec son identité, avec son univers et que mine de rien ça peut lui rapporter de l'argent hein, parce que c'est important aussi pour des déjà il y avait un minimum garanti, je crois que ça avait fuité à l'époque. Ouais. J'allais dire c'était 150K chacun. Non, c'était alors pour Adèle, je te le donnerai pas, mais pour Nekfeu, c'était 50 000 € de minimum garanti, ce qui n'était rien. Ouais, c'est pas grand-chose hein, rien du tout. Ouais. C'était rien. Et en fait, si tu veux, alors après, évidemment, minimum garanti, plus tu connais la suite. Non, mais ça veut dire que si tu dépasses le minimum garanti, parce que les gens comprennent, du coup, c'est un contrat de licensing. Ouais. Et en fait, tu fais un business plan. Ouais. Et tu dis, par exemple, je vais dire une bêtise, on pense faire 300 000 € de chiffre d'affaires avec ça. Toi, ton royalty, c'est par exemple 10%. Ouais. Donc c'est 30 000 €. Ouais. Et là, en fait, les gens, ils vont te dire, bon, bah, ok, tu me promets un business plan où je vais me faire 30 000 €. Exactement. Je vais te demander un minimum garanti. En général, c'est de la moitié. Oui. Donc, de 15 000 €. C'est-à-dire que tu me donnes 15 000 €. Et quoi qu'il arrive, même si ton OP a foire, moi, je mets 15 000. Tu contractualises un peu. C'est une avance sur commission, ouais. en fait. Et tu contractualises des postes pour essayer d'être sûr de se dire, bon, bah, il va rentrer dans son minimum garanti parce que c'est ce qu'on veut, nous, c'est ce qu'on cherche. Ouais. Et surtout sur une OP comme ça, ton but c'est d'être à flat. Même si t'es à flat, c'est tellement. C'est de la com, c'est de l'awareness. C'est de l'awareness colossal. Tu fais la collaboration avec les deux, voilà. C'est de la coolness. Exactement. Puissance 1000. Et en fait, on fait le déj avec Nekfeu. On lui vend le truc. On lui dit qu'Adèle est ultra partante. Et c'était un mensonge. Voilà, Adèle, Nekfeu, si vous nous regardez, c'était un mensonge. Et je crois qu'ils sont auditeurs hein, du podcast. Hein, donc, ils le prennent pas mal de ça. Et en fait, Nekfeu dit mais de ouf les gars, je suis bouillant. Adèle, c'est mon délire en plein. On y va. Nouvelle de dingue. Pour l'instant, on n'en parle pas au boss de Sherad. On va voir Adèle. Et je lui dis, Adèle Marus, qu'est-ce que tu penses? Alors, elle était ambassadrice Vuitton. Donc, dans notre tête, c'était, putain, pour faire un truc... Ah, mais en fait, c'est surtout qu'elle aurait pu avoir des clauses où elle a pas le droit de faire complètement. Ce genre de choses, on a regardé, etc. Là, c'était vraiment sur de l'urbain, streetwear, etc. Ça allait, ça n'avait rien à voir avec Vuitton. Et donc, c'est passé. Et à notre grande surprise, elle nous dit les gars, je suis bouillant. J'ai envie de faire des bombers qui me ressemblent. J'ai envie de faire. Adèle, elle est vraiment comme ça. C'est son mindset, son état d'esprit. C'est la meuf la plus cool du monde. Donc en fait, c'est zéro prise de tête. Voilà. Si tu dois définir Adèle, c'est zéro prise de tête. Transparence, 100%. Ouais. Et en fait, donc du coup, elle nous dit je suis bouillant. Et là, on fait la rencontre Adèle Nekfeu et on lance collection capsule. Ça vous l'aviez appelé comment? La collection, je sais même pas si on avait donné un nom. On avait fait, moi je me rappelle. Vous aviez repris c'était Nekfeu et Adèle, je crois. Ouais, Nekfeu Adèle. J'avais fait, mais à la mano avec David un gif. Et on avait écrit Rad, casse ton internet le 5 décembre, un truc comme ça. Je me rappelle. Et ça a été repris partout. Tous les grands médias l'ont repris. Et encore aujourd'hui, c'est ce que je dis souvent, une campagne réussie, c'est quand les médias traditionnels reprennent ta campagne. Ouais. Et c'est ce que je répète souvent. Souvent on me dit mais Ruben, avec l'influence, la presse écrite est morte. Pas du tout. Elle vient cautionner ce que tu fais sur le digital. T'as le stamp. T'as le stamp genre presse écrite. Avec les bons médias évidemment, mais presse écrite, ça veut dire que ça a débordé et c'est ce qu'on veut nous chez Follow, c'est faire déborder tes campagnes. Ouais. Et donc du coup voilà, on a fait, je te donne les chiffres, on a fait 1 million en 2 jours. Ah putain, c'était ouf. Donc c'était un bordel. Et après derrière, et c'est là où tu vois, on a fait une collaboration avec Evian, avec Burger King, avec à chaque fois les trucs. Evian, ça m'avait marqué. Justement, en fait, c'est la première fois qu'on s'est parlé. C'est le début de Follow, hein, Evian, pour te dire. La première fois qu'on s'est parlé,
Moi, en fait, instinctivement, je t'ai dit, putain, et moi, je me rappelle du truc que vous avez fait avec Evian. En fait, Evian, je sais pas si les gens voient, ils avaient fait une pub où en mode le mec, il boit de l'Evian, il se regarde dans la glace et en fait, il voit son lui, bébé. Ouais. Et vous avez fait une collection Evian, du coup, avec des masses, t-shirts ou sweats. C'était énorme. Où t'as l'impression que du coup, que t'es un nain, en fait. Enfin, que t'es petit et c'était hyper cool, quoi. Hyper cool. On avait des sweats XXL. J'en ai encore un chez moi. Par contre, j'ai jamais croisé personne, avec ça. En fait, sweat. est-ce que les gens, ils sont plus achetés en mode blague, en fait? Bah, déjà, on en a pas fait beaucoup. Ouais. Ouais, on en a pas fait beaucoup. C'était juste un truc pareil. C'était de l'image, hein. Pareil. C'est ça, en fait, c'est de genre un mec comme moi, j'ai acheté un sweat. En fait, on était sur une taille XXXXL. Ah non, mais ça arrivait là. Ouais. Ça arrivait là, c'était vraiment pour et en fait on avait fait la un gueule là, événement, en fait, quoi, ouais tu exactement. On avait fait un événement sur le toit des galeries avec donc les suites, avec des glaces qui te rendaient bébé, donc tout un truc pareil, de l'awareness etc. Ça avait super bien pris. Et donc Rad, voilà, on est dans cette logique. Donc on finit collection capsule, on fait un truc avec Enjoy Phoenix. Et là c'est vraiment là, on est en plein dedans. Enjoy Phoenix. Et là, c'est vrai qu'on n'entend plus trop parler d'elle. Hein. Alors qu'avant c'était la plus grande youtubeuse du moment. Bah c'était en termes de... c'était incroyable. C'était et d'ailleurs, pareil, sa collection, elle avait archi bien marché, tu vois. Et donc, collection avec Enjoy Phoenix. Et là, mes premiers liens avec le follow d'aujourd'hui, je spot Clara Martz et Maya Adorable. Et on fait une collection ensemble. On fait un meet-up. Donc, attends, meet-up. Maya, elle est jeune, elle, non? Ah bah, elle devait commencer à peine, là, non? Ah, Maya, elle a 15 ans à cette époque. Ah oui, voilà. Et ça a été, parce que là, aujourd'hui, elle a 25 piges. Ça a été mes premiers tilts de base de réflexion. Alors il y avait pas Notion à l'époque, ouais. Mais je me notais sur un petit coin de mon ordi et je me disais putain c'est fou, Maya elle avait je crois 60 000 followers, tu vois, ce qui était énorme hein, à l'époque. Ouais. Clara on avait peut-être 300, c'était une superstar et en fait si tu veux on dit ok on va faire une collection les deux, on va faire un meet-up, c'était truc très tendance, on va inciter les fans à venir rencontrer ces deux filles. Je suis resté bouche bée, on a pris un truc on a pris un petit local. Il y avait, je sais pas, 1000 personnes qui attendaient, avec des mamans, leurs enfants, etc., qui attendaient pour rencontrer Maya et Clara, pour acheter la collection qui s'appelait l'Overdose. Maya, si tu nous regardes, elle va s'en rappeler. C'était Maya et Clara d'ailleurs. C'était une expérience dingue. Et là, bon, bah, je baigne dans l'influence, dans ces meet-up, et tu te rends compte du pouvoir. Je me rends compte du incroyable. pouvoir, et je vais te dire, et de la vulnérabilité de ces jeunes créateurs. Je me reprends ces jeunes influenceurs parce qu'on les appelait comme ça à l'époque et il n'y avait pas encore de vraie création de contenu comme je l'appelle aujourd'hui et leur vulnérabilité parce que Maya elle a 15 ans, je la contacte directement, je contacte sa mère, il y a personne qui l'encadre. Ouais. Et en fait mes conditions, il n'y avait pas de négociation et je me dis putain c'est chaud quand même. Tu vois, c'est chaud et je rencontre de plus en plus de monde. Parce que toi, t'as été cool, mais du coup, elle pourrait tomber sur n'importe quel enculé. T'as tout compris. Ouais, voilà. Elle est tombée sur des mecs bienveillants, tu vois, où on l'a payé en temps et en heure. Mais sauf que c'était des trucs pas hyper clean, tu vois. C'était pas hyper clean. C'était, je me rendais bien compte qu'elle n'était pas entourée et accompagnée pour ce métier qui est en train d'arriver. Ouais. Et pour te raconter un peu la suite, fin de Rad dans le sens où moi je suis plus trop d'accord avec la vision, on explose les budgets, mauvaise gestion, mauvaise vision. Évidemment, je jette la pierre à personne hein, puisque c'est global et même moi je me mets dedans. Je m'entends plus trop avec le CEO et je décide de partir avec ce truc en tête parce que pour la petite histoire quand même, je vais voir mon CEO et je lui dis il y a un truc à faire avec ces jeunes. Il faut qu'on crée une sorte de pool de jeunes, parce que je venais de faire un truc avec Jimmy Labeu et Gaël Garcia, ils étaient ensemble à l'époque, pareil, on avait fait un meet-up, et je dis, il y a un truc à faire, il faut les signer chez Rad. Il me dit, Ruben, t'es bien mignon, t'as de bonnes idées, c'est très bien, mais s'il te plaît, remets-toi sur ton tableau et continue à nous faire des codes promo. Et là, j'ai eu un tilt et je me suis dit, putain, ça fait 6 ans que je me donne corps et âme. J'ai énormément appris. Je leur en suis très très reconnaissant. Mais c'est à mon tour d'aller sur le terrain, quoi. Bah là, en fait, tu sais, il y avait un lion en moi qui avait envie de créer, de tenter, tu vois, et de sortir de ce corps, en fait. Et je me suis barré. Je me suis assis sur mes BSPCE. J'avais des BSPCE. Bon, de toute façon, tu les aurais jamais touchés. Exactement. J'aurais donné de l'argent. Et en fait, si tu veux, c'est là où Samuel était déjà parti. J'appelle Ruben, j'appelle Nathan. Les gars, on se voit. Et on décide de se dire, on va lancer la première agence d'influence cool
en Ouais. France. Parce qu'à l'époque, est-ce qu'il y a déjà les agences, justement, un peu, plutôt des gens de la télé-réalité? Il y a aucune agence d'influence. Il y a Genre Sean les Event. Sean Event. Sean Event existe. Ah oui, Je sais voilà. même pas si We Event existe. En tout cas, on le connaissait même pas. Ils existent encore, eux? Je crois. Ouais. On n'entend plus trop parler. Je ouais. crois. Je crois qu'ils s'étaient fait racheter à un moment donné par une boîte d'Arthur. Arthur un truc comme ça. avait été rentré dedans. Et j'avoue que je suis pas trop. Je suis pas trop, mais je crois qu'ils existent encore. Et donc je les appelle. Et en fait, le hasard, mais bon, je ne crois pas au hasard, je crois qu'au destin, fait que Nathan, Ruben, Sam, qui sont mes quand même 3 amis d'enfance depuis qu'on est petits. Sam, on avait cette expérience de rad ensemble. Donc je connais chez comment C'est il toi bosse. qui l'avais fait venir chez Ouais, chez il Rad? rentrait de New York, je lui ai dit viens vite. Là on démarre un truc de malade, viens. Il arrive, il scotche tout le monde parce qu'il parle anglais, parce que machin, etc. Et direct il a le poste. Et en fait donc j'appelle Sam il débarque. Nathan et Ruben avaient créé une marque de chapeau qui s'appelait Don Paris. Ok. Ultra bien fait avec une image de dingue. Donc Samuel en opération, Nathan en directeur artistique, le meilleur que tu puisses trouver sur la capitale, et Ruben Chiche qui gérait parfaitement les finances et le juridique. Et là je me dis putain, on est les quatre, C'est marrant, ça que c'est pas commun, ça, comme de se C'est dire, ouf. de monter une boîte à 4. Et alors, tu vas nous dire si ça s'est toujours bien passé entre associés ou quoi, parce que forcément, très dans mal, les 4, on les se parle 4 plus. n'apportent pas. Vous faites quoi, un 25? En fait, si tu veux, les 4 quand on arrive, on se dit déjà, on n'est pas dans une logique. Je sais pas, c'est très bizarre. On n'est pas dans une logique business de part et tout au départ. C'est une solution On répond- idée de collectif, en fait. En fait, on est dans une idée de collectif de, il faut répondre à une demande là. Il y a des créateurs qui attendent que ça, et il y a des clients. Je l'ai vu avec Rad. Il y a des clients qui veulent dépenser là-dessus puisque ça marche. Ouais. Donc on est dans une logique go. On se pose pas la question qui va faire quoi. On se pose pas la question qui aura combien de parts. On y va. On se dit vas-y, on le crée. Et en fait, ça s'est vraiment passé comme ça. On a démarré dans un 12 mètres carrés à Vincennes. On avait 3 ordinateurs pour 4. Pour te dire, ma première employée, c'est ma belle-sœur aujourd'hui et ma femme, qui n'était pas ma femme. Hein. Je me rappelle, leur poste C'est c'était pas ta belle-sœur qui est aussi ta femme, hein. Non, C'est chelou. et leur poste c'était R1, R2. Voilà, pour te dire à quel point R1 côté client, R2 côté talent. Et Follow, ça a démarré comme ça. Ça a démarré comme ça et Et après c'est qui ton premier talent que vous prenez pour tester le modèle, quoi? premier talent, alors pour pas faire de jaloux, je vais te dire Maya et Paola. Parce que bon, je sais plus trop, mais en tout cas c'était les deux, on va dire. Et elles avaient, tu vois, Maya, elle avait 50 000 followers sur Instagram. Paola, elle était venue me voir chez Rad à l'époque pour faire un t-shirt. Elle était venue avec son père, Patrice Locatelli, que j'embrasse, pour faire un t-shirt. Mais pareil, juste on a vu, tu vois, ce que tu me racontes sur ta fille, avec ce potentiel-là où tu sens quelque chose, non pas parce que t'es son père, mais tu sens juste une fille de 7 ans qui, putain, à son âge, elle sait s'exprimer, qui s'intéresse, qui est curieuse, qui sait s'exprimer, qui sait... En fait, c'est ça la beauté de la creator economy, c'est de te dire, il y a des gens qui arrivent comme ça dans ce... Et les nouvelles générations qui naissent avec un... Là, pour le coup, ceux-là vont naître avec un smartphone dans les mains, là où nous, non, on n'en avait pas. Et donc, une agilité un peu naturelle de créer, de s'exprimer, de parler, de raconter, de faire rire, de monter. Et à Maya et Paola, on avait cerné ce truc-là. En plus, Les deux étaient ultra jeunes, hein. Tu disais Maya, elle avait 15 ultra piges, jeune, 13 ans Paola. Donc nous, évidemment, on les rencontrait pas pareil. Enfin, tu vois, pour nous, si on lançait Follow, c'est de se dire, les gars, on va mettre des règles, en fait. Ouais. Sur un marché qui existe pas, où il y a pas de règles. Et où ça aurait pu vite devenir la jungle. C'est devenu la jungle sur une autre partie du marché. Mais de notre côté, c'est ça. C'est de se dire, on va mettre des règles. On va prendre des juristes, on va parler aux parents, on va expliquer aux parents ce qui se passe parce que les parents étaient comme ça. Genre, je pense que même ils se rendaient même pas compte. Ils se rendaient même pas compte. Mais attends, c'est compliqué aussi. Tu demandes, c'est archi compliqué. Je suppose que quand on va être daron on l'est déjà, mais on comprendra dans peut-être 20 plus ans. facilement, tu vois. Tu sais, dans 20 ans, je sais pas, ça va dans 20 ans, il y a un nouveau truc qui va arriver, qui va aller clair. à 2000 à l'heure, on va être en mode, wow, tu vois. Donc, et donc voilà, Follow, ça démarre comme ça. On démarre en tant qu'agent. On est les 4 et on démarre en tant qu'agent d'influenceur à la base. En fait, de la même manière qu'un agent de sportif qui va gérer les intérêts de son poulain, quoi.
on a cru au métier d'influenceur. Je suis désolé, je dis influenceur même si je le dis plus du tout parce que je veux qu'on se mette face à un flashback. Ouais. Je le dis plus parce qu'influenceur pour moi ça n'existe pas, ça veut rien dire. Je trouve que le mot influenceur retrouve un peu ses lettres de noblesse. Enfin, les lettres de noblesse, on va peut-être pas exagérer, mais ça va. Tu vois, parce qu'en fait, à un moment donné, influenceur, dans l'inconscient, c'était vraiment les gens de la télé-réalité, quoi. Oui, mais au-delà de ça, je trouve que ça veut rien dire. Ouais. T'es pas un verbe, t'es pas qui tu es. Enfin, non. Tu crées quelque chose. Oui. Maintenant, en fait, et tu vois si ça influence ou pas. Parce que maintenant, on parle de créateur économie. C'est vrai qu'à l'époque, on parlait pas de créateur économique. Exactement. Et on mettait pas les influenceurs dans cette catégorie. Exactement. Ouais. Et surtout que nous, on a pour vocation de se dire, plus tu crées des choses pertinentes, etc., qui intéressent une audience, plus tu vas influencer. C'est de là, ce terme-là, qui arrive influencer. Parce qu'à la base, influencer, je trouve que c'est un terme très péjoratif. Ah, de ouf. C'était ta mère qui te disait, tu te fais pas influencer. Ouais, donc c'est hyper péjoratif. Et on l'a rendu influenceur. Et du coup, c'est une connotation d'achat derrière, immédiate, etc. Alors qu'en vrai de vrai, tu peux diversifier. Et de tromperie. T'auras pas exactement. Acheté, tu l'achètes parce que t'es influencé, quoi. Alors que tu sais, on le voit, tu peux te faire influencer sur des idées, tu peux te faire influencer sur tout. Et donc du coup, voilà, on s'est dit, on croit en ce mouvement-là, on croit énormément en cette Gen Z qui arrive, qui va avoir une autre mentalité, une autre manière de consommer, etc. Je pense qu'on n'est pas prêt, ouais. Et on croit, et comme un chanteur, tu l'as dit, un acteur, un athlète, on va les accompagner de la même manière et on va leur offrir un service 5 étoiles. Et c'est comme ça qu'a commencé Follow. Ok, donc du coup, vous trouvez vos deux premiers talents à ce moment-là, deux premières créatrices, influenceuses ou quoi. Et je sais pas, tu te rappelles les premiers euros de chiffre d'affaires que vous faites, parce qu'en fait, le business model, c'est que vous négociez par exemple un contrat publicitaire avec une marque, un annonceur, et vous prenez un cut au passage. C'est ça votre C'était business beaucoup model. sous forme de poste à l'époque, il y a 7 ans. Poste. On vendait des postes. Et en fait, on vendait de la vue. En clair, on vend un poste, mais on vend de la vue. Et en fait, si tu veux, pour la petite histoire, le premier client, nous on est comme des dingues parce que on a un premier client qui va dépenser de l'argent, on est comme des fous. Ça se passe. C'est une catastrophe. Tu peux pas dire la marque du coup peut-être. Si, je crois que je peux dire la marque. Je crois que c'est Emma et Chloé. Ok, je me rappelle très bien. C'est très grave. Peut-être que c'est très grave. Pardon, mes associés. Ouais, les box. Parce qu'en fait, ça, Emma et Chloé, c'est ceux qui ont aussi la Boxhome. C'était des box. Comment il s'appelait le CEO de cette marque? Peut-être Fabrice, non? Non. Je sais, d'ailleurs, je crois que son nom de famille, c'est Cohen. Ouais, complètement. Mais, j'ai oublié son prénom. C'était il y a 7 ans, ouais. Ouais. Et en fait, si tu veux, ça se passe très mal. On reçoit un mail comme ça. En mode, Follow n'ira jamais loin. C'est une catastrophe. Ça a pas vendu ce que ça devait vendre, ce que ça devait vendre. Ça rentrait pas dans ses objectifs, etc. Et là, on se regarde avec mes associés, on se dit putain, est-ce que c'est un business qui marche? Est-ce qu'on n'arrête pas tout? Est-ce qu'on s'est emballé pour rien? On a pris un local. On a créé une boîte. C'est des grosses démarches quand même. Comme t'as pas beaucoup d'argent, tu mets tes derniers euros. On avait mis 1400 chacun en poche. 1400 euros sur la table, c'était, il fallait que je gratte les fonds de tiroir. Et tu te dis, flemme, peut-être qu'on part en couille en fait. Tu sais, quand t'es les 4 et que tout le monde te dit, mais t'es un ouf, qu'est-ce que tu fais? T'as quitté ta boîte où t'étais archi bien, t'avais un bête de poste. Eux, ils ont arrêté leur boîte de chat. Les gens autour de toi te disent, mais t'es un baiser. Tu vas sur un métier qui existe même pas. Même pareil, c'est dur d'expliquer à tes parents ce que tu vas faire. Ouais. C'est compliqué, ils comprennent vraiment pas. Ou certains font semblant de comprendre, mais ils connaissent pas le business. Et donc tu te dis, est-ce que t'arrêtes pas tout? Et finalement, le fait d'être 4, ça aide parce qu'on se remotive un peu les uns les autres, qu'on est une équipe de vrais sportifs, de winners en fait. Vraiment les 4, on est la gagne, tous compétiteurs, on a tous envie de se donner des challenges, des objectifs, etc. Et donc on y va et on continue et on fait comme je te dis, premier client mécontent, sauf que on continue à bien encadrer nos talents. Et 2 talents, puis 4, puis 5, puis 6, puis 8, puis 10, puis 12. Forcément, on recrute. Les clients affluent, puisqu'ils continuent à faire leur poste. Et là, on commence à créer un écosystème autour de Rad. Autour de Follow. Autour de Follow. Avec toujours ça, tu vois, ce que Rad aussi m'a appris. Love brand. Follow, ça doit être cool. Et ça doit représenter un univers, un truc auquel t'as envie d'appartenir. T'as envie de venir bosser avec nous. Peu importe ce qu'on fait, t'as envie de venir. Ouais. Parce que c'est ça qu'on essaye de créer. Et donc, les créateurs de contenu d'un côté, les clients de l'autre, on commence à créer le Follow d'aujourd'hui.
La première année passe. Pareil, on décide de tout prendre, ce qu'on a gagné. On met tout sur la table. On prend nos bureaux dans le 9e. Si je peux appeler ça des bureaux, c'était plus un espace de... je sais pas, un espace d'influence où il y avait des jeux, des espaces pour se créer, pour créer du contenu. Ça, vous aviez mis des petits espaces en mode de studio, un petit peu comme ça. Bah, et tout, franchement, ouais, c'était assez dingue. Même aujourd'hui, enfin, tu vois, c'était des bureaux qui n'existaient pas. Ça n'existait pas. En fait, toutes ces créatrices, toutes ces influenceuses, en fait, elles faisaient des vidéos dans leur chambre, chez elles, voilà. Donc, quand elles se disent, putain, j'ai un espace où il y a une pièce bleue, une pièce rose, une pièce jaune, un panier de basket, du parquet, un écran géant, un baby-foot 2.0. Enfin, tu vois, tu dis, waouh, putain, c'est incroyable, en fait. Je suis dans, c'est quoi? C'est une influenceur house, c'est quoi? Et donc, voilà. Et donc, on remet tout sur la table. On prend le pari de se dire, on y va. Et on continue à fond. On crée notre pôle agence. Parce que pour l'instant, on est des agents. Ouais. Sauf qu'on se rend compte que les marques affluent. Et plus les réseaux sociaux montent, plus on se rend compte que les marques ont besoin de conseils. Donc, là où on avait que le pôle management, on crée un pôle conseil agence. Donc là, vous commencez à être également consultant. Ouais, exactement. Vous vendez du conseil aux marques. Exactement. Pour leur stratégie d'influence. Exactement. Vous restez quand même focus sur l'influence. Pour l'instant, on est focus sur l'influence. C'était pas, oui, c'est que ça qu'on en parlera après. Maintenant, Follow Group. Exactement. C'est on va dire un peu une galaxie d'agences on va pas dire de sous-marques, mais de verticales. Ouais, de tout ce qu'il faut pour donner de l'influence à tes projets. Et ça, on en reparlera tout à l'heure, mais Avec c'est un truc de ouf, en fait, à quel point c'est le point commun que vous avez tous, là, les gens qui s'assient dans ce siège, c'est qu'en fait, vous, pour scaler vos agences, vos SaaS, vos boîtes, vous faites tous, en fait, une suite de verticales qui se complètent les unes aux autres. Complètement. Et c'est un truc de ouf à quel point c'est vraiment votre point commun à tous, quoi. Bah, en fait, je pense que comme quand t'as ce mindset d'entrepreneur, quand t'es confronté à des clients et tu te rends bien compte, je sais pas si c'est du pif, je sais pas si c'est du bon sens, mais tu te rends compte d'un besoin que tu ne peux pas proposer une fois, deux fois, trois fois. Donc, t'as envie de le créer. Et tu te rends compte que c'est cohérent avec ton offre. Et tu te rends compte que, quand tu vends une campagne d'influence, dans 95% des cas, il y a du contenu. Quand on veut faire de l'influence B2B, il y a du LinkedIn. Quand on veut faire, donc tu vois, en fait, c'est là où c'est comme ça qu'on a créé Follow Group. Et je t'en parlerai, ouais, bien sûr. Et donc, on crée Follow Conseil. Et là, les choses s'enchaînent très très vite à une allure pas possible. Franchement. Parce que là, pour remettre dans le contexte, Follow, vous le montez avec tes associés en quelle année? 2016. 2016, donc oui, donc ça fait quand même un petit moment déjà. Ça fait donc l'agence a déjà 7 ans quand même. Exactement. Là, on vient de fêter nos 7 ans. Où on a mis, en fait, on a fait une photo avec nos enfants. C'était un parti pris parce que forcément, moi, tu sais, je parle souvent des enfants, des réseaux, etc. Mais ça me tenait vraiment à cœur de mettre mon enfant, celui de Ruben, celui de Sam et surtout celui d'Ania parce qu'on voulait vraiment faire un hommage à notre associé qui est parti début d'année. Et maintenant, l'aventure a pris une autre dimension complètement depuis qu'il est parti. C'est plus du tout la même aventure et en fait, tout ce qui se passe maintenant, le moindre projet, la moindre chose, c'est pour lui. Et le fait de mettre sa fille en avant, c'était un hommage qu'on voulait lui faire pour lui dire en aucun cas on va fêter nos 7 ans, mais on va juste penser à lui et le remercier pour tout ce qu'il a fait. Et donc voilà, on a fêté nos 7 ans de cette manière en faisant cette photo avec nos 4 enfants parce que... Et vous avez commencé, vous étiez tous des jeunes hommes. Exactement. Et maintenant vous êtes tous des hommes avec des parents, etc. Ouais, et donc c'est ça qui est beau aussi. Exactement. Et donc donc Follow 7 ans, 2016. Et en fait, si tu veux, ça a été à une allure où même nous, on captait pas trop, tu vois. Je me rappelle, au lancement, on se disait, mais attends, on va avoir 3 employés, ça voudrait dire que tu tournes ta tête, t'as 50 personnes. Ouais. T'imagines un peu la violence. Parce qu'en fait, on va rentrer un peu dans le détail parce que c'est intéressant, en fait, de comment, en fait, on monte une agence et comment, en fait, très vite, les débuts, en fait, quand t'es bon, que t'as une bonne offre, que t'es bien entouré, franchement, monter une agence qui marche, c'est cynique à dire, mais c'est pas compliqué. Mais ce qui est compliqué, c'est tout ce qui vient après. Parce qu'en fait, cette première année, en général, elle est assez exaltante. Mais en fait, c'est tous les problèmes qui arrivent après qui sont compliqués. Ce que je peux dire déjà, et pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, c'est vraiment, j'insiste, les 4, et c'est pas pour nous dévaloriser ou le syndrome de l'imposteur ou ce que tu veux, les 4, on n'avait aucun hard skill. Mais aucun hard skills vraiment, à part peut-être Samuel, qui était de la bonne école, etc., et qui gérait, qui touchait un peu à Excel. Franchement, et là, tu vois, à l'inverse, sans nous jeter des fleurs,
on avait que des soft skills à son maximum, chacun dans son domaine. Et comme tu l'as dit, on a réussi à créer une agence avec ça, sans argent, sans compétences, parce que alors moi je suis le seul à avoir fait des études, et j'ai fait l'ESG, j'ai fait 3 ans, j'ai arrêté en plein milieu parce que voilà, j'arrivais plus à payer. Pas hashtag premier de la classe, quoi. Non, pas hashtag premier de la classe, et d'ailleurs j'ai fait un format récréation avec Solal que j'embrasse. Mais donc non, pas du tout premier de la classe, hashtag avant-dernier, middle, enfin je me débrouillais comme je te disais à l'oral. Et donc du coup on a réussi à créer cette agence-là, juste avec voilà des qualités, une détermination à 3000% et une envie de vouloir bien faire les choses, une bienveillance constante, vraiment. Je pense que moi, qu'être gentil, pas trop parce qu'on dira trop bon, trop con, etc., mais d'être gentil, bienveillant avec les gens, je suis convaincu que ça t'amène du bon en retour. Convaincu. Alors ça pareil, moi je crois beaucoup dans le karma, et 100%. Et à un moment donné, alors c'est dur aussi des fois, tu vois, d'être toujours bon, gentil, tout ce que tu veux, sans en fait, en étant totalement désintéressé. Tu vois, pas pour faire le philosophe, mais tu vois, je pense que c'est le seul truc que j'ai retenu du lycée, de la philo. C'était Emmanuel Kant qui disait qu'une action 100% morale, en fait, c'est une action qui est une bonne action qui est totalement désintéressée. Ouais. Par exemple, moi, dans mon cas, je pense pas que ce soit toujours le cas, mais en fait, c'est pas grave. À la rigueur, en fait, ce qui est important, en fait, c'est le résultat. C'est que tu fasses quelque chose de bien, mais pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, mais tout le temps. Et en général, le karma te rend tout ça, quoi. Pour moi, être un enculé, ça marche jamais. Ouais. Et j'ai beaucoup de mal d'ailleurs avec ces gens-là. Et on parle de requins dans le business. Et effectivement, c'est vrai, je me suis rendu compte que dans ce business, il y a des gens qui sont sur toi, qui attendent qu'une chose. Et c'est facile, en fait, de les éviter, hein, ces mecs-là. Hein. Bah, en fait, je te dis, moi, je suis vraiment je sais que peut-être Ruben Chiche, il est de l'autre école, mais moi, tu me mets une gifle, je tends l'autre joue, vraiment. Ouais. Et ça a, jusqu'à présent, toujours marché. Je trouve qu'être un enculé, en tout cas, ça a jamais aidé. Et donc, sur ces bases-là, c'est comme ça qu'on a créé Follow. Et après, derrière, de s'entourer de gens compétents. J'ai des employés qui sont plus compétents que moi, pardon. Et j'ai aucune honte de le dire. Parce que tu dois t'entourer. Aujourd'hui, on a une équipe de 100 personnes chez Follow. Est-ce que j'allais te demander, en fait, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Bah là, en fait, voilà, on espère, donc comme je t'ai dit, ça a été très vite, très, très, très rapide, à une allure pas possible. 2023, on espère faire 25 millions de chiffres d'affaires cette année. Ouais, lourd. Ouais, lourd. Sachant qu'en fait, encore une fois, hein, quand les gens comprennent vraiment bien ce modèle d'agence, faire 25 millions, c'est quand même une prouesse. Il n'y a pas beaucoup d'agences, enfin de jeunes agences qui arrivent. Il y en a bien sûr, il y a des agences qui sont là depuis 10, 20, 30 ans, etc. Mais c'est pas simple. Non, c'est pas simple du tout. Et comme tu l'as dit, la complexité après, t'as raison, c'est de scaler et c'est de réussir à gérer un gros volume de créateurs, de clients et de garder un niveau de satisfaction maximal. Et tu vois, je te disais, moi j'accorde énormément d'importance. C'est peut-être le service client chez Rad qui m'a donné ce truc-là, mais je veux que mes créateurs de contenu soient 100% satisfaits avec un niveau. Je pense qu'aujourd'hui, en France, voire même en Europe, on a créé un service pour nos talents qui n'est pas qui est inégalable. Vraiment, je pense 5 étoiles, et c'est Nathan et Anya qui sont à l'origine de ça. On a craqué un truc qui fait que quand un talent rentre chez Follow, il est parfaitement encadré, parfaitement accompagné, de sa signature à sa gestion de collaboration, à tout ce qui passe par là en fait. Et il a qu'un main focus, c'est de faire ce qu'il sait faire, c'est de créer du contenu. Parce que, en fait, alors ça, tu vois, ça m'intéresse. J'ai 2 questions là-dessus. En fait, sur quoi exactement vous intervenez? Alors, on a bien compris, vous faites un peu le lien en fait entre des annonceurs, entre des marques et les talents. Mais je suppose que vous ne faites pas que ça. Ça va être quoi un peu votre champ d'action et le champ des possibles quand on rentre chez Follow? Alors, quand tu rentres chez Follow et que t'es un client, parce que du coup, pour terminer sur ce service 5 étoiles, pardon, vas-y. Non, c'est pas grave, on veut retrouver le même service 5 étoiles chez un client. Moi, je dis à mes commerciaux, à mes experts influence, je leur dis, le client, tu dois le positionner au sommet. Il y a pas de oui, mais il m'a dit ça et il m'a demandé un truc pour le lendemain. À partir du moment où le client, c'est lui qui te donne à manger, c'est lui qui dépense de l'argent chez toi, il faut que tu le traites comme si c'était ta mère. Comme si que c'était ta mère, mais vraiment. Et franchement, Dieu sait comme j'accorde beaucoup d'importance à comment tu traites les mamans, parce qu'il y a rien de plus important sur terre. C'est un client,
il te permet de justement de faire vivre ton agence. Donc il faut que tu le traites là, faut que tu lui répondes rapidement, faut que tu sois efficace, faut qu'en aucun cas tu sois arrogant ou que tu aies un ton un peu déplacé. Tu dois être à son service. C'est ça, on fait du service. Et quand tu fais du service, si tu n'es pas bon dans le service, t'as rien à faire là-dedans. Exactement. Tu dois avoir un relationnel parfait. Tu dois être vif, efficace, etc. Et moi, j'accorde beaucoup d'importance. Donc, comme je t'ai dit, ce service 5 stars d'un côté comme de l'autre. Et pour répondre à ta question, quand un client rentre chez Follow, Quand t'as pas un talent. ouais, j'allais te faire les deux, mais Ouais. si tu veux, quand un talent rentre chez Follow, et que on s'est mis d'accord sur les termes du contrat, sur l'exclusivité, sur les 30%, parce que c'est 30% de commission quand tu rentres chez Follow. Et d'ailleurs, il y a 7 ans, ça faisait beaucoup parler, ça faisait la une de toutes les presses, magazines, etc., parce qu'on était plus cher du marché. Mais c'était une volonté. Et moi, j'arrêtais pas de dire que le pas cher peut coûter très très cher, et que beaucoup de boîtes se sont crachées parce que ils ont voulu être low cost. Mais quand tu gères une carrière, tu peux pas être low cost. Il faut du service de qualité. Et aujourd'hui, avec ces 30%, on est capable de fournir un service de qualité. Ouais. Et on l'accompagne sur toute sa vie. J'ai envie de te dire entrepreneurial, parce que c'est ça, C'est on parle des de ça, entrepreneurs, c'est ouais. exactement ça. Que ça soit juridique, administratif, business, direction artistique, création et business annexe, gestion de projet. Quand tu dis, par exemple, direction artistique, création, c'est-à-dire que, par exemple, demain, un talent, il arrive, il dit, ouais, j'aimerais bien lancer un peu ce concept, Ouais. et toutes les semaines lancer ça. En fait, quel service vous allez, par exemple, Bien sûr. c'est de vous qui allez lui payer son studio, qui Ouais, allez on faire a des un pôle choses. dédié. Je te prends un exemple, je t'en prends Ouais. deux. Anna RVR. Anna RVR, c'est une créatrice qui est chez nous. Ah, pardon, je connais Non, pas. non, t'inquiète. C'était une marque de machine à non, laver, je ne connais pas. Tu regarderas. Et elle vient de faire l'Olympia. Ah ouais, lourd. J'en ai Premier- entendu parler de ça. Ah, bah, Elle cool. fait un podcast en direct, c'est Exact. ça, hein Premier Ouais, podcast l'Olympia. en live à l'Olympia. Ouais. Elle a sorti les places en 2 heures sold out. Ah putain, c'est lourd. Et pareil, elle est venue nous voir. Elle a été voir ses équipes, donc son talent manager et ses équipes, en disant, je rêverais de faire ça. On a contacté les équipes. Et en fait, ça a été très vite. On a mis une équipe dédiée pour ce projet-là. Un projet sur lequel on ne gagne pas forcément beaucoup d'argent. Mais c'est tellement un projet fort pour elle. Et donc, Et- du coup, pour Et vous, du coup, indirectement. pour nous, en fait, leur intérêt, c'est nos intérêts. C'est ça qui est Ouais. intéressant. Que du coup, on a travaillé 6 mois sur ce dossier. Ruben Chichi a également beaucoup travaillé, mon associé. Donc, en fait, on s'est vraiment impliqué jusqu'à nous-mêmes à s'investir corps et âme sur ce projet-là. Et on y était. C'était un succès. Enfin, c'était complètement fou. Et ça nous donne des idées de malade pour la suite. Autre exemple, là, on vient de signer un créateur dont je suis fan. Et d'ailleurs, je l'embrasse parce qu'on l'a signé hier. Il s'appelle Romeo Soundfood. Ok. C'est un créateur qui fait de la food et en même temps de la mode. Il a les plus belles sapes. Enfin, lui, il a réussi à me faire influencer. C'est lui qui me fait acheter mes fringues, pour te dire. Ok. Et il cuisine des trucs. Il a un restaurant au Luxembourg qui sont tout simplement exceptionnels. Et c'est un génie. Et c'est rare d'avoir un créateur dans cette double catégorie food, mode. Et on vient de le signer là. Et on a énormément de projets annexes qui sortent de l'influence. En fait, je t'en ai parlé tout à l'heure. Ce qu'on aime vraiment chez Follow, c'est il y a l'influence, mais aujourd'hui l'influence on le voit comme un CV. En fait, l'influence c'est voilà, tu travailles tes soft skills, tes hard skills, tu fais de la création de contenu, tu parles à des clients, tu travailles ton côté business, ton côté commercial, ton côté marketing. Mais derrière, ça doit pouvoir te permettre de faire plein d'autres choses. Que ça soit de l'acting, que ce soit de la chanson, que ça soit l'Olympia avec Anna, que ça soit de la food. Ouais. C'est ça qui nous fait vibrer côté talent. Et c'est ça en fait qui leur donne encore plus d'idées quand ils ont un brief avec un annonceur. Ils sont hyper créatifs les mecs. Ouais, c'est le côté, du coup, côté talent. Côté talent, ouais. Et en exact. fait, les marques qui viennent vers vous ou que vous allez chercher, pareil, en fait, c'est quoi, pareil, tout le champ des possibles Ouais. que vous pouvez faire avec eux. Donc, encore une fois, je me doute qu'il y a des posts, des stories, il y a peut-être du brand content, il y a des choses comme ça. Ça va être quoi, en fait, pareil, tout le champ des possibles? C'est plus en poste. Moi, j'ai arrêté de parler en poste parce que ça ne marche plus, en fait. Il faut vendre ce qui marche. J'accorde beaucoup d'importance à mes équipes commerciales parce que je pense que chez Follow, on s'est beaucoup démarqué parce que immédiatement, j'ai compris que pour aller chercher un marché, il fallait une équipe commerciale structurée, efficace, experte forcément en influence. Il faut connaître ton produit, tu vois. Et en fait, effectivement, on va chercher les clients. Et les clients, la promesse, elle est très simple. C'est pas d'être un intermédiaire entre les c'est pas ça. C'est vous nous confiez votre budget influence, parce qu'aujourd'hui il y a des budgets influence et il y en a de plus en plus, au détriment de certains budgets télé, etc., radio, métro, exactement. Et en fait, avec ce budget influence, on va vous designer une campagne influence sur mesure, Ouais. de A à Z.
il y aura de la production de contenu sûrement. Et en fait, ça peut être des idées complètement dingues. Ça peut être des campagnes sur LinkedIn. Si ça correspond avec Célio, on a fait une campagne sur LinkedIn. Ah, c'était vous? Ouais. Le truc où ils étaient en caleçon là? Exactement. Ah putain, tu sais que je Et suis. j'ai d'ailleurs, je sais pas si tu m'as vu, mais j'étais en caleçon aussi. Ouais, mais tu sais que je suis très proche de Sébastien Bismuth. Ah bah voilà. C'était avec Seb. Et en effet, il m'en avait parlé et c'est vrai qu'en plus, je suis con, il m'avait dit que c'était avec. Ouais, c'était avec Sébastien et avec Chloé Ortiz que j'embrasse aussi très fort, qui bosse avec nous, qui bosse avec nous en ce moment, qui est tout simplement une tueuse en strat. Ouais. Et qui aujourd'hui, on a accroché. En fait, dis-toi, c'est pour la petite histoire et Chloé, si tu m'entends, c'est que Chloé m'appelle et c'est limite si je le raccroche au nez. Elle me dit ouais, Jennifer et tout, et je regarde. Et comme on avait une vocation de se dire on veut que du premium, tu sais, on était un peu dans une matrix en mode on peut pas. Et Jennifer, à l'époque, je m'excuse, mais c'était une catastrophe. Et depuis que Sébastien l'a repris, et en plus avec toute la com qu'ils ont fait avec Buzzman, exactement. Ils en ont fait une marque de ouf. En ont fait une marque de ouf. Et en fait, si tu veux, Chloé m'appelle, je regarde Jennifer, je lui dis non, je suis désolé, je raccroche. Réellement. Elle me rappelle, elle me dit non mais attends, et je la connaissais pas. Et on se voit, on prend un café, elle me raconte son projet. Et je dis putain, je crois qu'ils sont en train de faire un truc très lourd. Pour l'instant, ça prend pas. Quand je sonde mes influenceurs, ils me disent mais je connais pas, c'est quoi cette marque et tout. Il y avait que tes grands-mères qui connaissaient. Ouais. Et en fait, là, dingue. Et avec Chloé, main dans la main, avec Seb et également Buzzman qui sont rentrés dans la boucle pour le Don't Call Me Jennifer, c'était Jennifer pendant très longtemps, ça faisait partie de nos plus gros clients. Parce que on faisait des énormes campagnes d'influence. Et donc, on s'est tellement apprécié avec Chloé que là aujourd'hui Chloé est en strat chez nous et on fait des projets de dingue. Chloé travaille chez Flo maintenant? Chloé est avec nous, ouais. Ok. Et en fait, si tu veux, pourquoi je te racontais ça? Oui, donc en fait, le client, on veut lui vendre ça, une expérience, une expertise, et pour plein de raisons, on estime que c'est une erreur. En tout cas, moi, j'estime que c'est une erreur de rentrer en frontal avec des créateurs de contenu que tu vas contacter toi en tant qu'annonceur parce que c'est pas bon, c'est jamais bon. T'as pas de tampon, tu peux pas mettre les guidelines que tu veux. Si ça se passe mal, c'est compliqué que ça soit la marque directement, ça donne une mauvaise image. Enfin, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que nous aujourd'hui chez Follow, on se veut expert de cette gestion de campagne. Donc ça passe avant tout par une gestion sur mesure avec une équipe dédiée, avec le bon choix des créateurs, avec des idées waouh, c'est surtout ça, des idées waouh. Là avec KitKat par exemple, on vient de créer un bus sur mesure qui se balade dans Paris pour promouvoir les dernières Alexia, aide-moi, c'était quoi? Les dernières cornflakes? Céréales, les dernières céréales KitKat. Et en fait, ça a cartonné, tu vois. Et pareil, c'est de l'expérientiel avec de l'influence qui vient en support là-dessus, tu vois. Ok, est-ce que vous considérez, quand vous faites ce genre de choses, comme une boîte de com? Ou est-ce que c'est une sémantique que vous n'aimez pas trop? Alors, j'aime pas trop cette sémantique boîte de com parce que justement, nous, quand on a créé Follow, on se disait putain, mais le nom des boîtes de com aujourd'hui, c'est très... je sais pas, c'est un peu à l'ancienne. On n'aime pas trop ce que ça veut dire, tout ce qui est pubard, je sais pas, je saurais pas. En tout cas, on vient pas de ce monde-là. Mais évidemment, par contre, l'appellation, on fait de la communication. Hein. Si vous faites de la production en plus aussi. Alors, vous n'êtes pas que le côté agence du coup. Exactement. En fait, si tu veux, comme tu l'as dit, Follow, nous, on l'a. Il y a, pour la petite histoire, il y a 2 ans et demi, on a rejoint European Digital Group. Vincent Klingbeil. Non, j'avoue, je connais pas. Ah, c'est vrai? Ah, pourtant, sur LinkedIn, tu dois le voir partout. Hein. Écoute, tu sais que moi, je vais pas beaucoup sur LinkedIn, en fait. Hein. Bah, j'y crois pas. J'y crois pas. On en parlera tout à l'heure. Il a dit qu'il allait pas beaucoup sur LinkedIn, quand même. Non, tu sais, c'est très optimisé. C'est un scoop, là, ce que tu viens de donner. Franchement, tous les posts sont, d'une semaine à l'autre, ils sont... Ce que tu veux dire, c'est que tu scrolles pas et tu vas pas regarder. Ils sont programmés, et en fait, moi, du coup, j'y vais plus, quoi. Ok. Intéressant. Ouais. Bon, tu regarderas Vincent Klingbeil. En gros, bon, tu sais, les 3 premières années de Follow, on a été énormément sollicités. Je te passerai des noms, mais bon, plein de célèbres, de têtes d'affiche qui sont venus nous voir. Qui ont essayé de vous, de nous racheter, de vous manger, quoi. Ouais, de nous racheter. Alors, je sais pas si c'était péjoratif et tout, mais en tout cas, ils voulaient prendre des parts. Et en fait, on n'a jamais, c'était notre bébé. On faisait un rendez-vous, on donnait pas suite parce que la vision, elle était rien à voir avec ce qu'on voulait. Et vous avez jamais levé d'argent aussi? Là, jamais, c'était fonds propres. Je t'ai dit 1700 euros chacun. 1400 balles, ouais. Ouais, 1400, exactement, 1450 euros chacun. Et en fait, bon, 1, 2, 3, 4 qui viennent nous voir, on donne pas suite. Jusqu'au jour où je rencontre ce fameux Vincent Klingbeil. Et là, bon, bah, coup de cœur. Tu vois, je te parlais de bienveillance tout à l'heure. C'est l'homme le plus bienveillant que j'ai rencontré dans ma vie. C'est devenu un peu un mentor pour moi, tu vois. Parce que
que ça soit ses valeurs au niveau famille, son humilité, sa manière de gérer ses business. Enfin, le mec, il a revendu sa boîte. Il avait une boîte qui s'appelait Ametix, il l'a revendue. Et il s'est fait approcher par Montefiore avec Eric Bismuth, qui est l'un des plus gros fonds du monde, en fait, j'ai envie de te dire. Et il a créé ce projet European Digital Group de faire des ultra spécialistes de chaque expertise, en fait, de l'accélération digitale. Donc lui, c'est quoi? C'est un conglomérat d'agences, en fait? C'est un conglomérat, ouais, c'est en fait, exactement, c'est de réunir les agences les plus expertes. Sur leur verticale. T'as tout compris. Ouais. Sur leur verticale et créer des synergies. Donc, European Digital Group, parce qu'on se veut être européen et inter. Créer des synergies entre toutes ces agences, parce qu'elles se veulent expertes dans leur secteur. Et créer un mastodonte, en fait, tout simplement. Et quand t'as dit que t'avais donc intégré, c'est quoi? C'est vous avez été racheté ou il a pris des parts? Comment ça se passe? Part de participation. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils ont pris des parts de participation, minoritaires. Ok. Donc, on est resté majo, rien de vraiment. Avec cash out au passage, quand même. Exactement. Du coup, un peu pour vous. Sauf que c'est très minime. Enfin, c'était symbolique il y a 2 ans et demi, je crois. Ouais. Et en fait, si tu veux, ce qui nous plaisait, nous, c'était la vision. C'est de se dire, on intègre un groupe, on rentre dans un monde qu'on ne connaît pas. Encore une fois, je te dis, on n'a pas forcément fait d'études. Pour l'instant, jusqu'à présent, on traitait avec des petites marques, enfin, qui avaient des petits budgets, avec des créateurs de contenu, mais on n'avait pas intégré ce monde fond d'invest, costume cravate, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, Vincent, coup de cœur, je le présente à mes associés, coup de cœur. Tout se passe comme sur des roulettes. Il n'y avait pas un couac, si tu veux. On rentre chez EDG. On rejoint des boîtes comme Ores, comme AdsUp, donc chacun vertical, tu vois, chacune leur verticale. Et AdsUp est chez eux aussi. Ouais, exactement. Okay. AdsUp est chez eux. Et en fait, c'est là où ça quand même les promesses de Vincent ont marché, puisque ça a été une explosion, tu vois. Ça a été une explosion aussi bien dans les recrutements qu'on a fait, la pertinence des recrutements, les conseils qu'il nous a donnés. Et surtout, du coup, il vous amène aussi peut-être des clients. En fait, le but de ça, en fait, c'est d'avoir des clients qui ont du coup une LTV groupe de ouf. Parce qu'il va prendre de l'influence chez vous, il va prendre de l'ADS chez AdsUp. T'as tout capté. Et c'est ça un peu le but, en fait, du groupe, quoi. T'as tout capté. Ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai des clients qui viennent me voir et qui veulent, alors je te parlerai de Follow Group aussi, mais qui passent par toutes les expertises de DG, tu vois. Ouais. Et ça donne une certaine confiance. Quand tu vas avoir des groupes qui font 100, 200 millions d'ébits, quand tu leur dis que t'es follow et que t'as à l'époque 70 personnes, c'est pas la même quand tu lui dis que tu fais 50 millions d'ébits et que t'es 3000 employés à l'échelle de DG, tu vois. Ouais. Et donc là, on rentre dans une nouvelle dimension et l'aventure EDG commence. Et bon, voilà, ça a été encore un tournant. On prend des nouveaux bureaux à Cadet. À quoi? À Cadet. En fait, on est rue Saulnier dans le compris 9e. à Calais. J'ai fait, waouh, ça fait pas rêver. La strate, trop bizarre. Les gens de Calais, on vous embrasse, hein, pardon. Et en fait, on fait Saulnier, donc rue Saulnier dans le 9e. Et ici, on trouve des bureaux exceptionnels, rue Cadet, que Nathan a pris, retapé, designé. On a fait un truc de ouf. Et l'aventure, donc là, on passe 2 ans et demi à fond les ballons, à essayer de justement continuer cette évolution, cette hypercroissance, parce qu'on gérait de l'hypercroissance, qui est très dur à gérer. Parce que là, du coup, il y a 2 ans et demi avant que vous intégriez le groupe, c'était quoi la taille de Follow en termes de chiffre d'affaires et de chiffre nombre de salariés? Ouais, termes de chiffre d'affaires, c'était, attends, pour pas te dire de conneries, c'était 6 millions d'euros. Vous êtes passé de 6 à 25 en 2-3 ans, Ouais, quoi. Exactement. Ouais, donc c'est quand même fulgurant, quoi. Ouais, Et c'est violent d'ailleurs même. Bah À ouais, vivre. violent. À vivre, c'est très violent. Parce que t'es dépassé, tu te sens dépassé. Et heureusement, en fait, ce move, il a été, je pense, smart. Pourquoi? Parce que d'autres pourraient se dire non, mais niveau financier, c'est pas forcément la meilleure chose. Tu veux garder 100% de tout le gâteau, tu vois, tu peux. Mais en fait, quand tu penses sur le long terme, je pense qu'il faut mettre de côté ce truc-là. Il faut vraiment se dire. Faut arrêter de se branler sur les pourcentages, les parts, les machins. Enfin, à un moment donné, 100%. Si t'es aligné avec ta vision et sur ce que tu veux faire sur les 2, 3, 4, 5 prochaines années, vaut mieux aller comme ça, quoi. Faut surtout pas compter en mode ouais, mais si j'ai 15% et que si t'es confiant dans déjà, si tu fais un exit un jour, sois content, en fait. Parce que déjà, tout le monde ne fait pas d'exit, en fait, quoi. Déjà, si tu fais un exit un jour, sois content. S'il y a un fonds aussi reconnu qui croit en toi, sois content. Si tu crois en toi, parce qu'en fait, ta vie ne s'arrête pas à ça non plus. Moi, tu vois, ma vie ne s'arrête pas forcément à Follow. Si je crois en mon potentiel, je crois en l'association avec mes associés, je crois en tout ce qu'on peut créer, je crois en la créateur économie et je suis ravi d'avoir fait ce move-là avec mes associés. Et donc, du coup, comme tu l'as, voilà, hyper croissance, on double, voire même on triple, je crois, notre chiffre d'affaires, et on décide de passer Follow Group. Ok.
Et c'est là où on décide de se dire, ok, on rencontre constamment des clients et ils ont des demandes. Et en fait, on a créé 4 nouvelles verticales qu'on n'a même pas encore réellement sorties. On a sorti Andy. Quand je te dis sorti, c'est communiquer sur Andy. C'est quoi Andy? Andy, c'est l'entité de célébrité marketing. En fait, ça s'écrit comment? A-N-D-Y. A-N-D-Y, Ouais. ok. Et en fait, c'est un hommage à Andy Warhol, mais surtout End pour poignée de main. Ah, pour la poignée de main. Ouais. Parce qu'en fait, c'est marrant. Hier, il y avait, tu dois sûrement connaître, il y avait Louis Marty, Ouais. cofondateur CEO du coup de Merci Andy. Merci Donc, Andy, c'est pour ça que je te demandais si t'as. Ah oui, non, c'est End, poignée de main, et c'est pour le rappel de t'es à 7 poignées de main de n'importe quelle personne sur Terre, ce qu'on disait tout à l'heure. Et on a créé Andy pour la simple et bonne raison que voilà, on s'est rendu compte qu'énormément d'annonceurs nous demandaient, nous disaient est-ce que vous avez de la célébrité, est-ce que vous avez de l'acting, et en fait on se rendait compte que dans cet écosystème personne les encadre réellement, et s'ils sont encadrés ils connaissent pas vraiment l'influence. Et donc le modèle il est très simple, on s'est associé à 4 entrepreneurs sur les 4 verticales, les 4 entités. Là en l'occurrence c'est Corentin Le Boubenec qui sortait de chez Elite, qui avait un backlog énorme avec, un background énorme avec Elite, que ça soit en termes de célébrité, que ce soit en termes d'annonceurs. Et en fait, si tu veux, on a créé Andy. Donc sur cette verticale, en fait, vous allez faire la même chose que vous faites avec les talents influenceurs, T'as tout compris. mais avec du coup, on va dire les célébrités. Donc les célébrités, c'est quoi? C'est dans la chanson, c'est des personnes qui ne sont pas connues grâce à la création et à de contenu. l'influence. Exactement. Ok, donc c'est tous les autres, quoi. T'as tout compris. Et vous avez déjà signé des noms ou pas encore? Vous avez Alors en fait des fait, one-shots en signature, on temporise un peu. En revanche, on a fait un deal avec Adèle Exarchopoulos et Yves Saint Laurent. On a fait des deals avec Pio Marmaille. On a fait des deals avec, franchement, un beau paquet de célébrités et Ça, en d'annonceurs. fait, à chaque fois, tu fais quoi pour eux, concrètement, par exemple? Ah là, pour le coup, c'est Yves Saint Laurent qui vient nous voir. On cherche une tête d'affiche française, etc. C'est avec toi des qui castings. leur donne Adèle. Et moi, je leur dis voilà, on est plugué avec un tel. Elle pourrait vous correspondre. Et en fait, on va dire qu'on a une facilité d'accès où on peut rapidement organiser un call. On comprend rapidement les enjeux de la marque parce qu'on est né sur le digital, on comprend parfaitement l'influence, donc on sait ce que Yves Saint Laurent attendent. Ouais. Et donc du coup, ça marche. Donc vous n'êtes pas qu'un simple facilitateur, vous allez quand même être hands-on quand même là-dedans. Ouais, on va plus loin, ouais. Ok. Donc ça c'est sur Andy. Donc première année d'Andy. Et donc le modèle c'est quoi? C'est qu'on s'associe à eux. On leur donne un pourcentage de cette structure-là, plus un salaire. Donc quoi, aux célébrités? Non, aux entrepreneurs avec qui on lance. Ah oui, pardon, aux entrepreneurs, Ouais. voilà. Donc ça c'est avec Corentin. Ensuite on a Scroll, mais c'est une boîte de prod qui, c'est la prod on l'a fait depuis 3 ans chez Follow. Sauf que là on a décidé de la sortir avec un nom, avec, on en a même pas parlé, avec Joseph d'ailleurs que j'embrasse aussi. Et on se veut expert de la production de contenu, et sur toutes les campagnes d'influence qu'on fait, on propose notre prod en interne. C'est beaucoup plus agile, c'est beaucoup plus, et on explique qu'on connaît les codes du snack, on sait comment faire, et on n'est plus sur des Tu vas incarts. créer du UGC, tu vas créer tout ça, quoi. UGC à fond, exactement. Ok. Donc ça c'est Scroll. Ensuite Aura, qu'on sort, en tout cas qu'on annonce j'ai fait un post LinkedIn où je tease un peu d'ailleurs hier. Aura, c'est très simple. Pendant très longtemps on m'a dit putain Ruben, comment tu fais de l'influence B2B? Tu vas pas mettre Paola pour parler de, c'est compliqué de faire. Et ma réponse a été de dire en fait l'influence B2B, moi je la fais depuis 3 ans. Ah, donc on va être confrères du coup là-dessus. Bah ouais, mais j'ai fait je pense beaucoup le fond. On a fait un truc avec Le Crayon, avec Sixtine, qui fait aussi ça. Je crois, ouais, qu'elle fait. Ouais, on est en vrai, on est, du coup, on va être 4 ou 5 en France, du coup, à le faire. Qu'il y a Kudak aussi, pas Kudak. Avec Linker, du coup. Et Linker, exactement. Mathieu, je crois, Mathieu Pimor. Ouais. Que j'ai rencontré. Et du coup, il y a celui qui gère, à l'intérieur de Linker, celui qui gère l'influence, il s'appelle Alix Vion. D'accord. Que j'embrasse aussi, il habite à Bordeaux, je l'aime beaucoup. Trop cool. Donc, pareil, on est sur une concurrence saine. Ah ouais, on s'est rendu compte du potentiel LinkedIn, et en fait, si tu veux, avec Aura, la réponse, du coup, à cette question de l'influence B2B. Alors attention, on ne gère pas des créateurs LinkedIn. Par contre, on accompagne des CEO, des chefs d'entreprise, etc. à gérer leur LinkedIn, à prendre la parole. Ah, donc là, c'est pas vraiment d'influence, c'est tu gères leur personal branding. Exactement, mais pour nous, c'est de l'influence. Ok. En fait, je l'ai fait sur moi. Et aujourd'hui, 20% de mes deals follow, c'est grâce à mon LinkedIn. Ouais, moi, pareil. C'est en fait, c'est dingue, mais juste en parlant de n'importe quoi, je vais rentrer en contact avec une personne qui a apprécié mon post, qui l'a liké, etc. Derrière, je vais le contacter, on va se prendre un café et ça se transforme en fait. Ah non, mais LinkedIn, c'est très puissant pour ça. Et du coup, on a décidé avec Alexis Tobelem, qui est un très grand influenceur LinkedIn aussi.
Ok. Alexis Tobelem qui fait pas, je crois, sur le classement Favicon, il est 14e ou bon, il a fait un beau classement et il en était bien content. On lance cette verticale qui s'appelle Aura, où on accompagne déjà une trentaine, quarantaine d'entrepreneurs, aussi chez EDG du coup, forcément parce qu'ils ont tous ce besoin à prendre la parole sur LinkedIn, sur TikTok, sur Insta, et en tout cas à le personal branding qu'on connaît. Là, c'est quoi? C'est des forfaits mensuels qui payent et c'est quoi? C'est de la formation? Non, c'est de la masterclass? C'est forfait. Alors, on fait de l'employé advocacy énormément aussi pour des grosses boîtes, mais c'est souvent pour du personal branding, c'est des forfaits mensuels où on t'accompagne sur un an à prendre la parole tant de fois sur LinkedIn. C'est beaucoup de jus de cerveau aussi. On va Vous allez rentrer dans écrire ta tête. aussi pour eux? On va complètement écrire. C'est du clé en main. Mais c'est-à-dire que pour ça, la formule d'Alexis qui est, je trouve, très très bien faite, c'est qu'on va rentrer dans le cerveau de l'entrepreneur. Sinon, c'est trop compliqué. On peut pas demain signer un contrat et te faire tes posts LinkedIn, ça n'aura aucun sens. Ouais, non, Il faut avoir 4-5 sessions exactement. Ouais. Donc voilà, ça c'est Aura. Et enfin, la dernière, mais que je peux pas te raconter là, qui s'appelle Cover. Bon, tu couperas, mais en vrai, parce que je peux pas, je l'ai pas En vrai, je couperai pas. Je fais pas de. je fais pas alors de tu cut. couperas pas, mais en tout cas, elle s'appelle Cover. Et c'est une nouvelle entité qu'on n'a pas encore sortie et qui vient compléter. Et vous, attends, parce que le podcast peut sortir en janvier ou quoi, hein. Peut-être que vous aurez Peut-être communiqué qu'on l'aura depuis. sorti. Bah, c'est à toi de me dire, ça sort quand? C'est à toi de me dire si tu veux, je peux peut-être dans les derniers, du coup, fin Le janvier. jeu. Non, mais en vrai, détente. En vrai, ça s'appelle Cover et en fait, on va faire de la presse 3.0. Alors, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la presse est beaucoup basée sur... En fait, on s'est clairement rendu compte qu'il y avait beaucoup de presse écrite, ok, classique. Ouais. Et sinon, c'était des agences de presse qui nous contactaient pour avoir nos créateurs de contenu et faire ce qu'on connaît, venir à des événements, ouvrir du gifting, etc. On s'est dit, ok, il faut repenser ça. Et en fait, on pense que la presse nouvelle génération, ça va être beaucoup axé sur l'expérientiel. Et c'est sur quelle expérience tu vas faire vivre aux créateurs de contenu. Il faut de la presse écrite, on l'a dit, c'est important, il faut garder ce truc-là. Par contre, pour tes créateurs de contenu, ça suffit de leur envoyer du gifting avec un sac. Je le vois chez Follow, ils ont des montagnes de sacs dans leur casier qui n'ouvrent même plus. Ah ouais. Déjà, c'est du gâchis. C'est pour la planète, c'est une catastrophe parce que tu as des sacs plastiques de partout. Et en plus de ça, ils ne les ouvrent plus. Donc, si t'es pas complètement différenciant, si tu fais pas vivre quelque chose de waouh, ça marche pas. Et nous, on va se baser sur ça, sur ce constat-là, pour créer une nouvelle ère d'agence de presse 3.0. Ok, nice, on aime bien. Et voilà, et tout ça, c'est Follow Group. Et ton but, c'est quoi? C'est tous les ans ouvrir une nouvelle verticale? Tous les ans ouvrir non. Alors en fait, déjà, j'ai appris un petit peu et le travail est monstre. Tu sais, on pensait aussi de se dire, ouais, on va créer ça. Enfin, moi, je suis le pro d'avoir des idées, etc. Mais derrière, il faut assumer. Ouais, c'est ça. Il Putain faut de FOMO, assumer. quoi. Ouais, exactement. Il faut assumer, il faut prendre le temps, il faut t'organiser. Alexia m'aide beaucoup là-dessus. Alexia qui a démarré. Alexia qu'on embrasse aussi. Ouais, qu'on embrasse. On a embrassé beaucoup de gens. Ouais, on a aujourd'hui. embrassé beaucoup de monde, mais Alexia, pour le coup, elle a démarré en stage chez nous. Elle a postulé en faisant une vidéo sur LinkedIn avec une box, avec un truc de complètement dingue. Et en fait, elle a postulé sur LinkedIn. J'ai été juste époustouflé de voir la manière dont elle... Parce qu'aujourd'hui, ça se fait beaucoup. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est presque commun de le faire. Sauf que quand elle l'a fait il y a 2 ans, Ouais, c'était pas commun. c'était pas commun. Et en fait, ça m'avait tellement surpris. J'ai tellement vu ses soft skills sans connaître ses hard skills, juste sur ce qu'elle a proposé, que en commentaire, je lui ai dit, Alexia, je veux même pas te rencontrer, t'es engagée. C'est ça qu'on aime. Et voilà. Et en fait, je dirais pas que j'ai eu de la chance. Je pense que c'est pareil, le destin. Mais je me suis retrouvé avec une fille avec moi pour m'aider dans mon quotidien, etc. Ultra brillante, qui m'a aidé sur plein de choses, qui m'a aidé du coup à avoir mon cerveau un peu plus libre. Pour pouvoir créer, etc. Elle comprenait les enjeux, franchement, elle avait tout capté très vite. Et là, aujourd'hui, elle est en alternance chez nous. Donc voilà, bientôt CDI, j'espère. Eh ben, écoute, c'est tout ce qu'on lui souhaite Voilà. également. Comme je vois qu'il est quand même bientôt Ouais, midi, je vais putain, devoir peut-être te libérer. C'est quoi, toi, ta vision en tant que CEO chez Follow? Tu dois y être encore, je sais pas, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Peut-être, c'est une boîte que tu garderas toute ta vie. C'est quoi un peu c'est quoi ta vision là-dessus? Déjà, je me suis rendu compte d'un truc en faisant la première sortie, le premier exit, là, sur le premier LBO il y a 2 ans avec EDG. C'est que, putain, on a des objectifs, on est comme des dingues pour les atteindre, mais en fait, quand tu les as atteints, tu te rends compte que le moment le plus plaisant, c'est le parcours. Ouais. Mais ça, c'est dingue et c'est dur de s'en rendre compte. Et je sais pas si beaucoup comprendront ce que je vais dire, mais Si, en fait, et que la satisfaction
de l'atteinte de l'objectif, et ben en vrai, elle est un peu éphémère, quoi. Ça dure pas longtemps. Ça, c'est comme quelqu'un qui dit, putain, mon objectif, je veux absolument faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et là, t'atteins le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Limite, auto high five. Ouais. Et après, bah, maintenant, go 2 millions, en fait, quoi. Et puis, go 2 millions. Et puis, tu pars sur autre chose, en fait. Ouais. Et c'est là que, en fait, c'est comme si, toute ta vie, tu te rêves une nana. Et puis, d'un coup, tu l'embrasses. Et puis, que tu te dis, putain, en fait, moi, ce que je préférais, c'était la draguer, quoi, tu vois. C'est un peu la même chose, quoi. C'est un peu ça. Et donc, déjà, ça, de se dire que, putain, d'être, remercie tous les matins de ce que t'as. Remercie tous les matins de ce que t'as. Tu sais, tout à l'heure, on disait, putain, il n'y a pas beaucoup qui font des exits, il n'y a pas beaucoup. Sois satisfait de ce que t'as, parce que c'est vrai que quand je fais le feedback de mes 7 années chez Follow, quand on était les 4 et que Nathan était avec nous, bah, tu sais, en fait, c'était le vrai bonheur, en fait. C'était le vrai bonheur. Putain, on était les 4, on était bien, on était en bonne santé, tout allait bien. Et ta vie, elle peut basculer du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Donc, ne sois pas trop gourmand, ne sois pas très focus million. Essaye de te centrer sur toi, sur ta vie, sur ton bien-être. En fait, pour moi, c'est la base, sur ton bien-être, sans forcément être un robot. Ceux qui te disent, je me lève à 5 heures, je prends 1000 trucs, Non, sans être un robot. Pense à toi, pense à évidemment tes enfants, ta femme, etc. Essaye de te concentrer sur toi, que tu sois bien dans ta tête. Profite tous les jours, crée des belles choses, crée des choses que tu as envie de faire. Évidemment que le but, c'est quand même de se dire à terme, tu as envie que ça te rapporte de quoi vivre et de quoi prospérer. Évidemment. Mais si t'as que ça. C'est un peu notre chrono, l'argent, tu vois, c'est la performance. On mais si pas tu là as pour que perdre. Ça marche pas. Moi, c'est mon avis, ça marche pas. Et donc voilà, prends du plaisir. J'ai complètement oublié ta question. Non, ta question, en fait, c'était toi, c'est quoi ta vision? Oui, pardon, excuse-moi. Sur les 5-10 prochaines années, est-ce que c'est une boîte que tu veux garder toute ta vie? Bien sûr. Ou un jour, tu dirais, je ferais peut-être autre chose. Donc, je me rends bien compte quand je prends ce recul-là et que je sors, sans être trop philosophe, sors de mon corps et je me dis, putain, mais en fait, c'est exceptionnel ce qui nous arrive tous les jours, tous les matins. Mes problèmes sont exceptionnels, mes victoires sont exceptionnelles, mes défaites sont exceptionnelles. Quand tu te rends compte de ça, tu te dis, putain, mais si je peux garder Follow toute ma vie, je le garderai toute ma vie. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là, on est beaucoup sur un modèle de croissance externe. C'est-à-dire qu'on a un plafond de verre où beaucoup d'influenceurs, de créateurs de contenu sont à droite, à gauche dans certaines agences. Comme je t'ai dit, j'ai pas comme mindset d'être un enculé, d'aller parler à tout le monde, etc. Pas du tout, parce que j'aimerais pas qu'on me le fasse. Donc, je vais essayer d'aller spotter des agences. D'ailleurs, on en a spoté une. C'est ça que là, vous vous lancez dans une stratégie M&A où vous allez racheter des boîtes? Exactement. Ok. Spécialisée dans le management. Et comme ça, en fait, à terme, notre but quand même, c'est de dire très vite, tu vas avoir les meilleurs créateurs de contenu, France et Europe. Ils seront chez Follow Group. Ils seront chez Follow Group, exactement. Okay. Et on en a spoté déjà 2-3. Normalement, on est sous LOI avec une superbe agence d'influence. Que vous allez racheter. On a déjà signé le LOI, on espère que ça va se faire, on croise les doigts. Pareil, c'est une rencontre. C'est un truc sur lequel tu communiqueras quand, ça? Bah, en fait, je pense que je peux communiquer. Hein. Je donnerai pas le nom, mais je communiquerai en janvier. En janvier. Ok, donc quand on sortira le podcast, ce sera une entrepreneuse que j'embrasse, qui est hyper smart, avec qui on a fité direct, c'est le plus important. Dès que tu fites avec la personne qui gère la structure, tu te dis putain, il y a des choses à faire, tu vois. Et derrière, après, évidemment, tu rentres dans les comptes, tu regardes les bits, tu regardes la croissance, etc. Mais en tout cas, voilà, on est sur une logique de croissance externe, d'accompagner au mieux nos associés sur les verticales qu'on a jusqu'à présent. Selon moi, on aurait dû être beaucoup plus présent, mais on était focus sur Follow, tu vois. Et continuer ma vision, en fait, c'est de se dire veille constante des nouveaux réseaux sociaux qui arrivent, parce que ça arrive très fort, que ça soit Discord, que ça soit Twitch, on savait, mais vraiment je pense qu'il y a des choses qui vont sortir assez balèzes. Évidemment, l'IA, il faut rester attentif dessus, parce que influenceur virtuel, faut voir ce que ça donne. Ça n'a pas été encore craqué, mais il va se passer. Je crois qu'il y a déjà des comptes Insta avec du full fake. Je les ai vus, voir ce que ça va donner, parce que je pense que ça coûte énormément d'argent. Et évidemment, un business, tu vois, nous chez Follow, on a été rentable day one. Et pour moi, ma vision aussi d'un business, c'est d'être rentable day one. Donc c'est forcément, le modèle agence, quoi. Ouais. C'est le modèle agence. Si tu perds de l'argent, c'est compliqué. Donc voilà, ma vision aujourd'hui, c'est faire en sorte que Follow Group soit l'épicentre de l'influence en Europe, vraiment. Et qu'en fait, quand tu veux faire une campagne d'influence, tu te dis que chez Follow Group, tu seras servi aussi bien sur ta création de contenu, aussi bien sur ta strat, aussi bien sur tes créateurs de contenu, et tu auras une sorte d'influence groupe clé en main pour ta campagne. Donc voilà, ça c'est ma vision.
Et comme je t'ai dit, en tant qu'entrepreneur, c'est continuer à faire ce que je fais, m'éclater, ne pas me prendre la tête, être bon avec les gens autour de moi, prendre bien soin de ma famille et voilà, c'est tout ce qui compte. Ouais, écoute, franchement, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup, Ruben. Moi, j'ai trop kiffé ce moment. Là, je regardais ma montre, je dis putain, ça fait déjà plus d'1h30 Il est quelle heure là? qu'on parle. Il est 11h45. Et c'est l'heure de quoi? Ça va être l'heure de déjeuner, de prendre un sandwich, non? D'un club sandwich. Exactement. Et tu sais, attends, je fais un aparté là-dessus. Je vais sûrement être obligé de changer le nom. Ah, du podcast? Parce que figure-toi que comme un con, j'avais pas vérifié. Et ce nom était pris. Par qui? Et en plus, j'ai pas de bol par des avocats. Ah merde. Qui ont un podcast qui s'appelle Club Sandwich Légal. On les embrasse aussi, hein, parce que. On les embrasse, mais je comprends pas trop le lien. Mais je pensais être le seul à avoir cette idée de merde. Et en fait, apparemment, je n'étais pas le seul et il l'avait déjà mis. Donc, écoute, on va sûrement changer. Donc, même quand ce podcast sortira, je pense que ça va s'appeler La Chapelle TV ou La Chapelle Radio. Tu vois, j'essaie de mettre en fait une cohérence entre ma galaxie de médias et ma galaxie d'agence qui s'appelle le groupe s'appelle La Chapelle. Je me suis dit bon, peut-être que c'est un mal pour un bien et que du coup on va refaire une identité de marque un peu unique. J'aurai toujours Club Sandwich dans mon cœur. Il y aura toujours une connotation. C'est ça. Et bientôt ce sera du coup Bon Miam Miam, la marque que je lancerai avec ma fille. Magnifique. Very soon. Restez connectés. Merci beaucoup Ruben. Merci à toi Hugo. Trop kiffé l'échange. Pareil. Et on vous dit à bientôt. À très vite. Salut les amis. Ciao ciao.